Vous écoutez Radio Equinox. Equinox matin, 6h-9h. Bonjour, c'est vous. Bonjour à tous et à chacun, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Radio Equinox. Nous sommes le vendredi 29 octobre 2021. Les nouvelles du monde, commençons par l'Éthiopie. Les rebelles tigréens aux portes de la ville de Dessié en région Amara. Le gouvernement éthiopien a procédé à de nouvelles frappes aériennes sur Mekele, la capitale provinciale du Tigré. Un bombardement qui aurait fait au moins 6 victimes selon les rebelles tigréens du TPLF. L'armée rebelle a mené ses frappes alors que dans le même temps, elle semble perdre du terrain au sud dans la région Amara. La ville de Dessié est quasiment sous siège et s'annonce désormais une bataille qui pourrait être décisive dans la suite de cette guerre qui dure depuis presque un an. Dessié, avec plus de 200 000 habitants, a une position stratégique sur la route entre le Tigré et Addis Abeba. Depuis plusieurs semaines, les soldats des forces tigréennes s'approchent inexorablement de la ville. Désormais, leurs canons entourent Dessié et ils seraient tout prêts d'y pénétrer. Des combats ont lieu dans les faubourgs nord et les tirs d'artillerie se rapprochent de l'université. Hier, le président du TPLF annonçait que le dernier chapitre de cette bataille allait se jouer. Il a aussi appelé les habitants au calme. Personne ne doit paniquer ou partir, a-t-il affirmé. Pourtant, une autre source proche des rebelles affirmait que le TPLF ne souhaitait pas immédiatement entrer dans la ville, mais préférait la contourner pour continuer leur route vers le sud et la capitale Addis Abeba. Dans le même temps, à 400 km plus au nord, à Mekele, des frappes aériennes ont tué au moins 6 personnes et fait une vingtaine de blessés selon les médias tigréens, ce que réfute le gouvernement fédéral qui assure avoir détruit un complexe industriel utilisé pour armer les rebelles. Coup d'État au Soudan, résolution unanime adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution unanime sur le Soudan hier jeudi. Après plusieurs jours de discussion, la Russie et la Chine ont accepté de signer un texte amendé définissant une position commune. Dans la rue, au moins une personne supplémentaire s'érigeant contre le coup d'État a perdu la vie, alors qu'une grande mobilisation populaire se prépare pour demain samedi à Khartoum et dans plusieurs autres villes du Soudan. Enfin, afin d'exiger le retour des civils au pouvoir, la diplomatie internationale est cette fois entrée en action face au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan qui semble de plus en plus isolé et dont la marge de manœuvre s'est encore rétrécie hier jeudi du fait de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, après la suspension de l'aide financière internationale, après la condamnation en des termes sévères par l'Union africaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé dans une déclaration laborieusement discutée, mais finalement unanime, le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils, exprimant sa vive préoccupation face à la prise de pouvoir militaire. Il a également dénoncé les arrestations et dissolutions des institutions transitoires du pays et de demander un dialogue sans précondition pour résoudre la crise ouverte par le coup d'État de lundi dernier. Déjà la veille, les ambassades occidentales avaient dit continuer de reconnaître Abdallah Hamdok et son cabinet comme les dirigeants constitutionnels du gouvernement de transition et il lui avait même rendu visite mercredi dernier, quelques heures après l'avoir exigé des putschistes, tandis que le chef de la mission locale de l'ONU, l'Allemand Volker Perthes, avait fait plusieurs fois la navette entre lui et le général al-Burhan. Tous les yeux sont désormais rivés sur la rue et la mobilisation populaire de samedi demain. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU définit une exigence internationale minimum que le général soudanais peut difficilement ignorer, d'autant que les affrontements
affrontements entre manifestants et forces de sécurité se sont intensifiés hier à Khartoum. Il y avait des centaines de personnes aux funérailles de membres d'un comité de résistance dans un quartier du nord de la capitale. Il avait été tué par balle lundi dernier sur le pont qui enjambe le Nil Bleu. L'événement a vite été interrompu par les forces armées qui sont subitement intervenues à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Les violences se sont poursuivies toute l'après-midi hier à balles réelles cette fois, faisant au moins 3 morts. Le bilan depuis le début de la semaine est difficile à établir étant donné les coupures des communications. Mais ce vendredi matin, il y aurait au moins 11 morts et des centaines de blessés. Côté arrestation, elles se poursuivent dans tout le pays. Des membres du comité de démantèlement de l'ancien régime à Ouad Madani, des militants ou des membres de comités de résistance à Kosti sur le Nil ou à El Fasher au Darfour. Dans les coulisses, les négociations politiques se poursuivent. Le général Burhan devrait annoncer prochainement un nouveau premier ministre. Il a fait savoir qu'il est favorable au retour de Abdallah Hamdok, mais ce dernier refuse d'approuver le coup d'État. Dans la rue, les contestataires restent confiants avant la manifestation de demain samedi. Chaque nuit, ils réinstallent les barricades tombées la veille. Le 30 octobre, donc demain, Burhan sera à Kober, répète-t-il en chœur en faisant référence à la prison où est déjà détenu Omar El-Béchir, en écho à la décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies hier jeudi. Le président des États-Unis a appelé la junte à rétablir le gouvernement civil. Des dirigeants et des organisations à travers le monde se sont unis pour condamner la prise de pouvoir par les militaires au Soudan et la violence contre les manifestants pacifiques. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté sa voix à ce chœur international. Peut-on lire dans le communiqué de Joe Biden? Il demande aux militaires à relâcher immédiatement toutes les personnes détenues et à restaurer les institutions associées au gouvernement de transition. Les événements de ces derniers jours sont un grave revers, mais les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du peuple soudanais et de sa lutte non violente pour faire avancer les objectifs de la révolution soudanaise, a conclu Joe Biden. Assassinat de Sankara, des soldats accusés d'avoir participé à l'assaut nient leur implication. Les soldats Idrissa Sawadogo et Nabonswende Ouedraogo, rompus aux techniques commando, étaient membres de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré depuis 1983. Cité par l'un des conducteurs des véhicules utilisés le jour du coup d'État, ils sont accusés d'avoir participé à l'assaut contre le président Thomas Sankara et ses collaborateurs. Même s'ils reconnaissent avoir été sur le site du Conseil de l'Entente le jour du coup d'État, ils rejettent toute participation à l'attaque. Nabonswende Ouedraogo était au Conseil de l'Entente le jour de l'attaque. Il raconte que Hyacinthe Kafando était à son pied à terre et que c'est quelques minutes après son départ avec un groupe de soldats, tous membres de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, que les coups de feu ont éclaté. Quant à Idrissa Sawadogo, il affirme être arrivé sur les lieux après les coups de feu car étant en poste au domicile de Blaise Compaoré sur instruction de Hyacinthe Kafando pour maître Jean-Pierre Yameyego. La partie civile, leur récit apporte beaucoup d'incohérences pour cet avocat de la partie civile. Est-ce qu'ils ont participé, oui ou non, au coup d'État? Il semble dire que oui. On était au Conseil d'entente le 15, mais on n'a pas participé à la réalisation de ce coup d'État. On veut aller au bout parce que le dossier nous réserve encore beaucoup de belles surprises. Maître Zaliatou Ouaba défend le soldat Idrissa Sawadogo. Elle assure que son client est resté constant dans son récit sur les événements de la journée du 15 octobre 1987. Il est très constant dans ses déclarations depuis 2016. C'est les mêmes déclarations qu'il a faites devant le juge d'instruction, à savoir qu'il n'était pas sur les lieux de ce qui s'est passé
remplacé le 15 octobre parce qu'il avait été affecté à un autre poste par son chef. Durant son audition, l'accusé Idrissa Sawadogo a décrit son chef, l'adjudant-chef Yacine Kafando, comme étant un homme dangereux, méchant, qui était dur avec ses hommes. Tout le monde avait peur de lui et on ne discutait pas ses ordres, a-t-il martelé. Voilà tout, madame, monsieur, pour les infos à l'étranger ce matin sur Radio Equinox. Alors, Louis Pergaud assure la mise en onde. Au micro, je suis Eric Fopoussi Légou. Tout de suite, la séquence consacrée à un jour au Cameroun, la rétrospective de l'actualité. Nous sommes le 29 octobre 1959. Pour aujourd'hui, donc on évoque la date du 29 octobre 1959, pas que nous y soyons aujourd'hui, mais c'est un peu, c'est tout comme. Le 29 octobre 1959, l'ALCAM octroie les pleins pouvoirs à Amadou Ahidjo, lui qui à l'époque n'est que Premier ministre. Chef du gouvernement obtient de l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, les pleins pouvoirs afin de rédiger une nouvelle constitution et mater la rébellion qui sévissait au Cameroun. Un événement qui aurait transformé le Cameroun en une vaste prison à ciel ouvert dont Amadou Ahidjo détenait la clé. D'aucuns affirment d'ailleurs que le député Daniel Kémajou prit alors la tête d'une poignée d'élus pour s'opposer au vote des pleins pouvoirs à Amadou Ahidjo dans un discours empreint d'émotion, de passion et surtout de politique. Lui qui était l'ancien président de l'Assemblée législative du Cameroun tenta de faire barrage à la mise en place de l'un des rouages essentiels du régime Ahidjo, mais peine perdue. Et donc on peut encore rentrer dans les méandres de ce que racontent Thomas Deltombe, Manuel Domègue et Jacob Tatitsa dans leur brillant ouvrage La guerre du Cameroun, un ouvrage évidemment qui retrace l'invention de la France-Afrique avec une préface d'Achille Bembe. Donc dans cet ouvrage La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, de ces trois auteurs, on peut se replonger dans l'atmosphère de l'époque, la répression tous azimuts, mais également un régime de terreur installé même à la veille de la proclamation de l'indépendance du Cameroun français le 1er janvier 1960. Et là, on est en 1951. Et donc, la répression bat son plein dans cette partie, dans le Cameroun tout entier. Donc, un système camouflé de répression, nous dit les trois auteurs dans cet ouvrage. Plus entouré que jamais par ses conseillers français, le premier ministre d'alors Amadou Ahidjo, camerounais, renforce l'arsenal sécuritaire du jeune État camerounais et il n'y va pas de main morte. Avant même que l'ALNK, l'armée de libération nationale du Cameroun avec un K, ne lance son offensive, il prend une série de mesures ultra répressives permettant de faire taire préventivement quiconque souhaiterait compromettre l'ordre public. Les publications sont soumises à la censure préalable. Les réunions et rassemblements publics sont interdits. Un laissez-passer est institué qui restreint la liberté de circulation. Les gardes à vue sont arbitrairement prolongés et des cours criminelles spéciales aux compétences très étendues sont mises sur pied. Pour couronner le tout, l'état d'alerte est instauré dans toute la partie sud du pays. L'état de droit auquel Ahidjo avait promis de se conformer à la tribune de l'ONU est réduit à néant. Pendant que ces mesures entrent en vigueur en 1959, les militaires français organisent la répression de l'ALNK et de ses soutiens supposés, mais il s'agit là encore d'agir discrètement en se servant des forces dépendantes théoriquement du gouvernement camerounais comme d'un camouflage. Le mot est utilisé sur un document rédigé par le commandant militaire des forces françaises au Cameroun. Conformément au texte en vigueur, celui-ci évoque une coordination permanente
entre Français et Camerounais, mais son supérieur, le général Louis Le Puloch, commandant des forces de la zone numéro 2 de l'Afrique équatoriale française, le corrige rageusement dans la marge. Pas de coordination, mais un système camouflé, souligné par le Puloch de commandement. C'est donc dans la plus grande discrétion que la hiérarchie militaire française fait venir d'Afrique équatoriale française 7 compagnies d'infanterie et 10 pelotons de gendarmerie supplémentaires entre juillet et octobre 1959. Donc on est là dans la même période que le vote par l'ALCAM des pleins pouvoirs octroyés à Amadou Ahidjo, plus encore qu'en Sadaga maritime du temps de la ZOPAC, dans la zone de pacification. C'est sur les populations civiles que l'armée française s'appuie pour châtier les insurgés. Chargés sur des camions, des haut-parleurs sont promenés dans toute la région bamiliquée pour mobiliser les populations, lassées de dépendre des chefs locaux hésitants ou versatiles. Les responsables français, on va le dire, enrégimentent les villageois par milices et placent ces milices sous leur contrôle direct pour mieux ratisser les champs et les montagnes pourries par les rebelles, pourris entre guillemets. Un partisan tous les 5 mètres et un militaire tous les 45 mètres. Donc un partisan sur tous les 5 mètres et un militaire tous les 45 mètres. Ordonne un officier à l'occasion d'une de ces opérations qui mobilise en septembre 1959 pas moins de 13 000 personnes animées du désir de tout détruire et tuer sur leur passage. Comme s'en félicite le bulletin de renseignement militaire, la terreur se répand dans la région bamiliquée. Les villes bouclées, des centaines de cases sont incendiées, des femmes violées et les suspects méthodiquement torturés. Dans les grandes villes, notamment à Douala, les rafles deviennent quotidiennes, mettant en application les propositions du chef de région du Vouri. De 1956, les subversifs Bassa ou bamiliqués sont mis dans des trains et refoulés de force dans les régions d'origine où ils renforcent et animent le mouvement nationaliste. Donc madame, monsieur, voilà pour cette séquence assez particulière qui nous retrace le contexte en 1959 via cet ouvrage La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique de Thomas Deltom, de Manuel Domergue et du Camerounais Jacob, de l'historien camerounais, bien sûr, Jacob Tatitsa. Voilà, madame, messieurs, merci. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h. Depuis quelques jours, la photo de Maurice Oufo, donc prévenu et arrêté lors des marches pacifiques du MRC le 22 septembre 2020 et non encore condamné, circule donc abondamment sur la toile avec, on voit, un homme âgé de 68 ans enchaîné sur un lit d'hôpital. Il est hospitalisé, mais il est enchaîné avec des chaînes tel un bœuf, tel un animal, ce qui crée, on va le dire ainsi, du remous dans l'esprit de nombreuses personnes. Il y a donc Maximilien Ngombe du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui a donc réagi et estime que ceci est révélateur de la situation actuelle au Cameroun et elle suscite les interrogations suivantes qui hantent son esprit, donc à elle, Maximilien Ngombe, qui dit: la justice est-elle toujours juste? Comment comprendre que la plupart des prévenus restent en prison alors qu'ils peuvent comparaître librement? Quid des femmes? Et deuxième question, qui peut lever son petit doigt pour dire qu'il est à l'abri de ces actes de torture, des traitements inhumains et dégradants? Et donc elle dit l'urgence d'agir et non de réagir, que chacun prenne ses responsabilités. Il faut libérer les
les détenus politiques, il faut libérer les activistes anglophones, il faut libérer la jeune femme anglophone enceinte de 9 mois qui est en prison à Buea. Il faut rapidement mettre en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est son credo à elle, à Maximilienne Ngombe. Ce qu'il faut dire, s'il faut retracer, puisqu'on a un tout petit peu creusé, il faut dire que Oufo Maurice est marié, il est père de 8 enfants, il a 68 ans comme je vous l'ai dit. Il a été arrêté le 11 septembre 2020 à la douche municipale à 16h30 et donc il avait l'habitude de lire les titres des journaux le soir avant d'aller à la maison en ces lieux, et ainsi que 7 autres personnes qui ont été arrêtées ce même 11 septembre 2020. Une fois donc arrêté, il a été informé qu'il y avait des choses qui pesaient contre lui, et vu son âge, il ne devait pas subir la même torture que les jeunes. Et donc il dit qu'ils sont accusés d'avoir tourné et publié une vidéo dans laquelle ils demandent le départ de Paul Biya. Et donc une fois identifiés, ils font le rapprochement entre lui et le MRC et de son appartenance ethnique, et ils l'enverront ainsi par la suite à l'étape supérieure où ils seront transférés à la prison le 16 octobre 2020. Il dit clairement, il précise qu'il n'est pas un militant du MRC, il dit qu'il ne l'a jamais été, et qu'après 1 an, 1 mois de prison, cela a pris, on va dire que tout cela a occasionné le fait que sur le plan alimentaire, le MRC l'a toujours soutenu comme sur le plan sanitaire, et donc il est enchaîné aujourd'hui à l'hôpital, et on va dire que selon lui, le MRC continue donc à prendre en charge ses soins malgré qu'il ne soit pas un militant de ce parti. Il faut dire que dans ce registre-là, il y a des choses évidemment qui sont regrettables lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce pays. Madame, messieurs, restez avec nous sur Radio Equinox, c'est malheureux, mais continuons avec cette émission. Matin. On refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Une convention de restructuration et de remboursement de la dette bancaire de la Société nationale de raffinage Sonara a été signée le 15 octobre dernier. Il s'agit d'un montant de 261 milliards de francs CFA à éponger sur 10 ans au taux de 5,5% hors taxe. Il faut dire qu'au lendemain du sinistre, autrement dit de l'incendie qui a frappé la Sonara en 2019, la dette de l'entreprise était évaluée à environ 717 milliards de francs CFA, dont 284 milliards au titre de la dette bancaire au 31 décembre 2019. Cette restructuration de 10 ans est adossée sur le mécanisme du compte spécial ouvert à la Banque centrale, la BEAC, dans lequel sont reversées les ressources issues de la ligne de soutien à la raffinerie de 47,88 francs CFA par litre de produits pétroliers consommés à la pompe, en vue d'assurer le remboursement de cette dette. Avec 359 milliards de francs CFA dus aux traders, la Sonara détient 79% de la dette directe extérieure des sociétés d'État du Cameroun. Plus grave encore, la Sonara n'a plus de capital, et d'ailleurs ce capital est même négatif, de moins 70 milliards de francs CFA. On se souvient qu'en 2020, déjà, une autre restructuration avait porté sur un montant de 287 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, la seule activité de la Sonara aujourd'hui est l'importation des produits pétroliers déjà raffinés à l'étranger. Pour nombre d'experts, cet endettement mortel de la Sonara est un scandale, car l'Assemblée nationale aurait dû créer une commission parlementaire pour auditer cette dette et enquêter sur toute la chaîne. La Sonara est tout simplement en faillite. Tout le monde le savait, l'outil industriel était vieux et frappé d'obsolescence. On refait le Cameroun de manière exceptionnelle avec Élisée Yonta, expert financier, sur l'analyse économique de la récente restructuration de la dette bancaire de la Sonara. S'agit-il d'une restructuration de la dette ou d'un réchelonnement de la dette? C'est quoi la différence et quel intérêt de faire cette différence? Bien expliquer le contenu
contenu économique de la décision de réchelonnement. C'est une dette d'une entreprise que l'État reprend à son compte. En quoi consiste ce réchelonnement? C'est quoi le réchelonnement et quel est l'intérêt des banques de l'accepter? Ce sont les dépôts des clients. Quel est l'intérêt de la Banque centrale aussi? Le taux de 5,5% est-il élevé vu la durée de 10 ans? C'est quoi le système de Securitization or Asset Backed Securities? Combien coûte la construction d'une bonne raffinerie? Comment on pouvait faire partager le capital au Tchad, Angola, Gabon et autres? La création d'une raffinerie sous-régionale, 2000 milliards pour une raffinerie. La raffinerie de Dangote au Nigeria ne pourra couvrir à l'avenir que 20% du marché nigérien. Est-ce une opportunité? Comment développer l'industrie pétrochimique au Cameroun? Le mot restructuration est-il un abus de langage? Donc pour en parler ce matin, Élisée Yonta est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Yonta. Bonjour Élisée Yonta. Donc bonjour Monsieur Eric Pokutinebo. Merci de m'avoir convié ce matin à cet échange. D'accord. Bon, Robegad, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Fopo-Sinigou. Bonjour à nos auditeurs, notre invité. Voilà. Alors, Élisée Yonta, vous êtes expert financier. Pour commencer, il faut que vous précisiez quelques éléments de compréhension de ce qui se joue actuellement. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle restructuration? Je suis banquier d'investissement et analyse financière, enseignant de finance. Une opération de restructuration, c'est une opération de restructuration d'un prêt bancaire. C'est une opération qui vise à éliminer le risque de paiement, de non-paiement d'une dette bancaire. Voilà, pour résumer de manière très simple, c'est cela. Maintenant, ça se fait de plusieurs manières. La raison pour laquelle je pense que on ne peut pas parler à proprement dit de restructuration de la dette de la Sonara, c'est que c'est une opération qui a été montée à la fois par le ministère des Finances, donc qui est la tutelle financière, je crois, le banquier de l'État, et par les banques commerciales. Je pense que ça n'a pas été bien fait. Il y avait mieux. Et l'objectif aurait été, à terme, de doter le Cameroun d'une nouvelle raffinerie. Donc, c'est pour ça que ce matin, pour expliquer comment on aurait pu mettre en place un mécanisme meilleur et innovant. Alors, Élisée, j'aimerais que vous vous placiez à un endroit où il y a une bonne connexion, mais également que vous, si vous êtes sur un haut-parleur, que vous arrêtiez le haut-parleur et que vous parliez directement sur le combiné du téléphone, je vous en prie, pour qu'on ait une bonne qualité d'écoute ici à cet endroit-là. Je vous en prie. C'est le cas. Voilà, donc maintenant on vous écoute plus clairement. Alors, donc, ce qui s'est passé avec cette restructuration de la dette bancaire de la Sonara de 261 milliards de francs CFA, est-ce qu'il s'agit d'une restructuration? Non, je parlerai ici en état d'un réchelonnement. Et plus tard, je pourrais expliquer comment on aurait dû restructurer la dette de la Sonara. Oui. Il s'agit ici d'un réchelonnement. Cela veut dire que la Sonara est une entreprise. C'est une entreprise qui a recours à une ou plusieurs banques pour y domicilier sa trésorerie. Ça veut dire les paiements qu'elle reçoit, mais ça veut dire aussi les paiements qu'elle décaisse en direction de ses fournisseurs, en direction de l'État, qui paie des impôts, en direction de son personnel, on dit des tiers. Et pour cela, la Sonara, lorsqu'elle est en déficit, elle a recours à des concours bancaires sous divers formes. Ça peut être des découverts bancaires, ça peut être des prêts à court terme, ça veut dire à 1 an, à 2 ans, donc à moyen terme, et à plus de 2 ans, ça veut dire ou après à 5 ans, ça peut dire à long terme. La Sonara peut avoir recours à un crédit bail, par exemple, pour acheter un camion, pour acheter une machine. Ça veut dire qu'elle n'est pas propriétaire de la machine. Elle paye, par exemple, 25% de la machine. Et chaque année, elle verse 25% jusqu'à ce qu'elle ait payé la machine. Mais elle dispose de la machine
tout de suite pour travailler ou du camion, la Sonara peut avoir recours à des escomptes et des effets de commerce, par exemple. Voilà. Donc, il y a diverses opérations que la Sonara fait au guichet des banques qui rendent le débiteur son compte, mais qui lui permettent de disposer de la trésorerie pour tourner constamment. Ce qui se passe, c'est que la Sonara a eu un incendie, et cet incendie a détruit l'outil de production de la Sonara, alors même que la Sonara, on ne sait toujours pas pourquoi, n'avait pas pris le soin d'assurer ses installations. À partir de ce moment, comme vous l'avez dit vous-même, elle ne produit plus, elle devient simplement importatrice. Donc elle ne crée plus de valeur ajoutée, elle ne peut plus disposer du même chiffre d'affaires, de la même marge bénéficiaire qu'elle disposait avant parce qu'elle ne fait plus de transformation. À ce moment, la créance, sa dette est compromise. Donc les banquiers se retrouvent dans une situation difficile. Elles ont des concours bancaires qu'elles ont accordés à la Sonara. Elles ne savent pas comment récupérer cet argent. Elles vont donc se retourner vers l'actionnaire principal de la Sonara, que l'État, pour pouvoir trouver une solution. Et je pense que la solution a été de faire un rééchelonnement. C'est un rééchelonnement. Ça veut dire que les banques ont lâché du lest, c'est-à-dire qu'elles ont abandonné certains avantages. L'État aussi a abandonné certains, mais elles sont parvenues à un agrément. Ce qui veut dire qu'on a syndiqué, ça veut dire qu'on a pris les têtes de toutes les banques, ce que chaque banque devait à la Sonara, que ce soit des découvertes, que ce soit des escomptes de lettres de crédit, que ce soit des crédits bail, que ce soit... On a pris tous ces prêts-là, on a recoupé en un seul montant, sans doute le principal et les intérêts. On les a consolidés, comme on dit. Ça veut dire qu'on ne veut plus savoir quelle est leur nature. On consolide tous les montants pour n'en faire qu'un seul. Et ce montant-là, désormais, l'État a mis en place un mécanisme pour pouvoir l'apurer sur une décennie. Maintenant, moyennant un taux d'intérêt, ce qu'on appelle l'option flat rate. Ça veut dire qu'un taux d'intérêt fixe, donc qui ne bouge pas. Par exemple, si le découvert bancaire était à 10% et que le prêt à moyen terme était à 4%, on est convenu, on a calculé un taux plat, un taux linéaire. Et c'est à ce taux linéaire maintenant que l'État va devoir s'acquitter des obligations nationales, ça veut dire repayer les banques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a repoussé à une date plus longue les échéances de paiement. Je prends un exemple. Si on avait donné un découvert de 5 milliards à la Sonara remboursable en 30 jours, ce découvert ne sera plus que remboursable dans 10 ans. Ça veut dire que les banques ont consenti de repousser l'échéance de paiement. L'avantage de cette situation, c'est que le ministère des Finances, l'argent que les banques prêtent à la Sonara, c'est l'épargne des ménages, c'est les fonds propres des banques, c'est le capital social, sont les réserves, c'est l'épargne des ménages, c'est les dépôts des clientèles des banques. Donc l'État veut rassurer les banques les incertitudes dans le système bancaire. Les banques ont certainement constitué des provisions une fois que la Sonara s'est brûlée parce qu'elles ne savaient pas comment est-ce qu'elles vont récupérer cet argent. Donc, elles ont dû faire de la pression de la Banque centrale via la COBA qui leur dit que ça met en danger la liquidité de votre banque. Et les banques ont donc dit nous devons trouver une solution parce que nous avons des provisions dans notre compte et nous avons la COBA sur le dos. Donc, avec une opération de rééchelonnement assortie de modalités de règlement via le prélèvement de $47 la taxe sur les produits pétroliers. Ça donne donc une perspective de règlement à vue de la dette que la Sonara devait aux banques commerciales. Et à partir de ce moment, ça parie l'incertitude qu'il y avait pour les banques de la Banque centrale. Voilà ce que je peux dire. Donc, il s'agit d'un rééchelonnement. Il ne s'agit pas proprement parler d'une restructuration, parce que la solution de restructuration aurait permis à la fois de sortir les dettes du bilan des banques et de mettre en place un plan de financement d'une nouvelle raffinerie. Comment on fait ça? Parce que justement, quel est l'intérêt des banques à accepter ce mécanisme de rééchelonnement? Qu'est-ce qu'elles y gagnent? Les banques ont... pour que les gens comprennent bien, essayons de... Bon, c'est vrai que de dire comme ça le bilan d'une banque. Quand vous déposez... La banque a des ressources. Les ressources de la banque, ce sont ses fonds, son capital social, ses réserves d'abord,
Bon, qui généralement, c'est pas grand-chose. C'est peut-être 20%, 10-20% au trop des ressources de la banque. En plus, la banque se finance par des dépôts à moyen ou à long terme. Hein, les bonnes caisses, bref, ce sont les dépôts que la clientèle fait. Les microfinances qui ont des comptes dans les banques, les particuliers qui ont des comptes dans les banques, les comptes d'épargne, ce sont les dépôts de la banque. Ensuite, la banque se finance auprès de la banque centrale, hein, moyennant un endettement de ces types. Et enfin, c'est ça qui est très important, la banque peut aussi se financer à la bourse ou bien elle peut se financer auprès d'autres établissements bancaires. C'est pour ça qu'il y a une obligation légale pour les banques de publier leur bilan trimestriel. Donc, quand vous ouvrez les journaux au Cameroun, je ne fais pas de publicité, vous allez régulièrement voir que tous les banques camerounaises publient leur bilan. À partir du moment où les déposants, peut-être pas l'homme qui marche dans la rue, mais par exemple, une microfinance qui a un compte dans une banque, à partir du moment où elle voit qu'une banque constitue des provisions trop importantes, elle commence à s'inquiéter s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette banque. Elle devient méfiante. Voilà, les gens deviennent méfiants vis-à-vis du système bancaire. Et ça, ce n'est pas bon pour l'activité économique parce que ça va permettre que les gens thésaurisent l'argent. Ça veut dire qu'ils ne déposent plus l'argent dans les banques commerciales. Oui, alors, une seconde, Élisée Ota. Une seconde, vous savez, nous sommes sur une émission de grande écoute et parfois des oreilles profanes nous écoutent aussi. C'est quoi une provision? Il faut nous expliquer de manière... Provision, c'est... Oui, voilà. Ça dit que lorsque une banque, le dépôt que vous faites dans une banque, c'est un passif pour la banque. Ça veut dire que la banque doit à quelqu'un qui a déposé son argent. Oui. Et quand vous déposez votre argent à la banque le scinde dans deux. Elle dépose une partie, c'est peut-être 10 ou 20%, c'est la banque centrale qui fixe le pourcentage. Elle dépose ce pourcentage à la banque centrale. On appelle ça la réserve légale. L'autre partie, elle l'utilise pour octroyer des crédits. Crédits à l'investisseur, les collèges découverts, les crédits automobiles, les crédits pour l'habitat, crédits rentrée scolaire, financement des PME, etc., etc. Oui. Donc, les crédits que la banque octroie et les réserves que la banque donne, ce sont des actifs pour la banque. Sauf que lorsque ces crédits sont compromis, la réglementation bancaire mise en place par la Banque centrale, dont la BA, veut que la banque constitue des provisions. Ça veut dire qu'elle marque dans ses livres comptables que, voilà, j'ai emprunté 100 milliards comme un crédit à l'économie, mais je pense, sur la base, par exemple, dans le cas de la Sonara, il y a eu un incendie, il n'y a pas d'assurance sur les actifs de la Sonara ne produit plus, elle est devenue importatrice, elle a des fonds propres qui sont négatifs de 70 milliards, donc il n'y a aucune perspective pour la Sonara de pouvoir payer. Ce que les banques vont faire, c'est qu'elles vont constituer ce qu'on appelle une provision. Ça veut dire qu'elles vont mentionner dans leur livre comptable que sur les 100 milliards que j'ai donnés, s'il y en avait 20 que j'avais donnés à la Sonara, je pense que je ne pourrais pas les récupérer en l'état. En l'instant là, je ne peux pas les récupérer. Ils sont compromis. Donc, elles vont marquer 20 milliards de provisions. Ça veut dire qu'elles vont signaler à la Banque centrale, à leurs actionnaires et à leurs déposants que nous avons le risque de ne pouvoir récupérer 20 milliards de votre argent dehors. À partir de ce moment-là, ce n'est pas bon ce n'est pas bon en termes de... Je vais dire, ce n'est pas bien pour l'économie parce que ça risque de pousser les agents économiques à thésauriser l'argent. Donc l'État doit prendre des dispositions assez rapidement pour éliminer ces provisions du bilan des banques. C'est pour ça que je pense que le rééchelonnement n'était pas une bonne solution. Parce que le rééchelonnement maintient les provisions dans le compte des banques. Alors que la sécurisation aurait permis d'éliminer immédiatement les provisions dans le compte des banques. Voilà. Mais il fallait que ce soit adossé à un projet industriel. C'est le déficit de projet industriel qui a certainement poussé les banques à accepter le rééchelonnement parce qu'elles voulaient les 5% d'intérêt. Alors que si derrière il y avait eu un projet industriel, les banques pourraient accepter la sécurisation parce que ça leur permettait de rendre l'argent immédiatement et de réemprunter cet argent pour le redémarrage ou la construction d'une nouvelle raffinerie. J'expliquerai comment on fait ça. Oui, tout à l'heure, on va évidemment comprendre tout cela. Alors, mais est-ce que le taux de 5% est énorme? Non, je pense pas qu'il soit énorme. C'est un taux de 5,5% hors taxe. Parce que ici, ce qu'il faut noter dans le processus de rééchelonnement, c'est que l'État a sûrement pris le montant de la dette
plus les intérêts appris, on dit en anglais, ça veut dire que les intérêts échus, ça veut dire que les intérêts qu'on a déjà calculés sur les périodes qui sont ici, de cette dette-là, donc on a consolidé, on a arrêté un montant unique. Ça veut dire que je n'ai pas tous les éléments du dossier en main. Ça veut dire, par exemple, sur les 261 milliards, il est probable que les banques aient 240 milliards, par exemple, de principal et 21 milliards d'intérêts échus. Donc, on a dit que les deux, ça fait 231 milliards. Et en plus, elles vont se rémunérer à 5%. Donc, à partir de ce moment, je pense que le ministère des Finances a pu éviter les plaintes qu'on avait fait par rapport au dernier rebond. Ils ont dû négocier un peu dur et ils ont dû bien négocier pour obtenir un taux de rémunération, un taux d'intérêt un peu plus bas. Je pense que 5,5% pour des banques commerciales, c'est un taux qui est acceptable. Et c'est un taux qui n'est pas très loin du taux de base bancaire, la Banque centrale. Donc c'est un taux qui est acceptable. Ça, c'est intéressant. Alors, quel est aussi l'intérêt de la Banque centrale? La Banque centrale a un intérêt. Premièrement, la Banque centrale, il ne faut pas oublier que la Banque centrale, c'est une banque d'émission. Ça veut dire que les banques se refinancent auprès de la Banque centrale. Oui. Comme j'ai dit, l'une des principales ressources des banques, des banques commerciales, c'est le refinancement auprès de la Banque centrale. Ça veut dire que la Banque centrale crée de la monnaie, peut décider de battre monnaie et d'injecter auprès des banques. Et au moment où les banques, ça veut dire que la Banque centrale peut décider de battre 500 milliards de francs et injecter dans les banques pour une période de 3 ans. Et lorsque les banques ont reçu le paiement, elles repaient la Banque centrale. Donc la Banque centrale doit être sûre qu'elle sera repayée afin de détruire la monnaie qu'elle a créée. Sinon, cela va créer de l'inflation dans l'économie. Ça, c'est le premier point. Donc, la Banque centrale veut voir une solution qui permet de nettoyer les provisions des banques. Le deuxième intérêt pour la Banque centrale veut voir fonctionner ce qu'on appelle le marché interbancaire. Les banques se prêtent d'abord de l'argent entre elles avant d'aller emprunter l'argent, avant d'aller prêter l'argent à la Banque centrale. Donc, si les banques constituent beaucoup de provisions, elles ne vont plus se faire confiance entre elles. La Banque centrale a tout intérêt à ce que le marché interbancaire soit dynamique. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale va être impliquée dans le processus. C'est pour ça que, pour éviter ce qu'on a connu dans le passé au Cameroun avec les obligations coupon zéro, la Banque centrale a sûrement exigé, et je trouve que c'est une très bonne mesure, que les 47,88 francs CFA qui seront prélevés sur la taxe sur les produits pétroliers soient domiciliés à la Banque centrale et non pas au Trésor camerounais. Parce qu'au Trésor camerounais, il y aurait peut-être, on sait ce qui s'est passé avec les eurobonds à l'époque. Mais étant domicilié à la Banque centrale, ça va directement faire le clearing de cet argent et la Banque centrale va pouvoir faire ce qu'on appelle le monitoring de la reprise sur provision. Ça veut dire au fur et à mesure que l'argent entre, on diminue le montant des provisions dans le bilan des banques. Donc, ça permet que le marché interbancaire, donc les banques qui se prêtent l'argent, fonctionnent bien. Troisième chose, la Banque centrale veut avoir des banques commerciales qui soient solides, qui soient liquides. Et pour que les banques commerciales soient solides, soient liquides, il faut que les Camerounais déposent de l'argent dans les banques. Pour que les Camerounais déposent de l'argent dans les banques, la Banque centrale a besoin que des opérations, parce qu'on vous a dit là que la Sonara, elle fait 79% du portefeuille de la dette extérieure de l'État. Donc la Banque centrale doit voir ça nettoyer dans le bilan des banques. Donc c'est pour ça que la Banque centrale s'implique, pour que les ratios prudentiels, les ratios de Bâle auxquels les banques camerounaises sont astreintes, soient atteints et soient respectés. Donc la COBAP, la BEAP veille certainement à ce qu'il y ait au moins, c'est le minimum, une opération de rééchelonnement de la dette de la Sonara assortie d'une garantie de paiement qui est l'ouverture d'un compte d'affectation à la Banque centrale. Alors, est-ce que ce niveau de dette de la Sonara vous pose problème? Oui. Je pense que ça pose problème vraiment. Ça pose problème si que le niveau c'est très élevé. C'est très élevé. Surtout lorsqu'on sait que la Sonara n'a pas fait d'investissement majeur. Quand je dis investissement, ça veut dire renouveler son outil de production. Quand je dis investissement, ça veut dire faire de l'extension. On s'attendait même à ce qu'une société comme la Sonara ait des réserves dans le monde. Je veux dire que quand on est dans l'univers, la planète finance, les
entreprises, quand on dit par exemple, les Chinois détiennent les bons de trésor américains, c'est souvent des grandes raffineries chinoises, saoudiennes, d'Arabie Saoudite, c'est eux qui contrôlent les obligations, les bons de trésor américains. La Sonara aurait dû être une entreprise énormément bénéficiaire, qui aurait dû avoir des actifs, l'immobilier, ça veut dire que les bâtiments auraient dû avoir des actifs comme la dette de l'État, aurait dû avoir des actifs comme des actions dans d'autres entreprises qu'elle pouvait céder quand elle était touchée par cet incendie pour pouvoir recapitaliser. C'est-à-dire que comme son capital et ses réserves sont négatifs, pour pouvoir reconstituer son capital et redémarrer son activité. À partir du moment où elle a un capital, donc où elle a des fonds propres négatifs de 70 milliards et qu'elle a un tel niveau d'endettement, bon, on se pose la question, comment est-ce qu'elle gérer la trésorerie de la Sonara? Oui. Voilà, moi je m'arrête à ce niveau-là. Alors, ça pose problème. Je n'ai pas les comptes sur place. Si j'avais les comptes, j'aurais calculé des ratios qu'on appelle les ratios prudentiels. Et si la base de ces ratios, je vous aurais dit, j'aurais interprété les ratios en vous disant, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas en détail. Mais je ne les ai pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avec cette restructuration? Je pense que cette restructuration, c'est pour ça que je voulais parler il y a plusieurs manières de faire ça. Comme je vous ai dit, il y a plus de 100 manières de faire ça. Moi, j'ai retenu 2. Il y avait la possibilité de transformer cette dette commerciale en obligation coupon zéro. Ça a déjà été fait au Cameroun par le passé. L'État avait transformé des dettes commerciales, par exemple de Camtel. On se rappelle bien, c'était en obligation coupon zéro. Mais ça avait été... L'exécution autour avait donné à tellement de magouilles que je pense que ça avait un peu... C'est quoi une obligation de coupon zéro, je vous en prie? Obligation de coupon zéro, l'État du Cameroun, comme on disait la dernière fois, a lancé sur les marchés financiers ce qu'on a appelé un eurobond pour une obligation. Une obligation, l'État camerounais enlève sur les marchés de la place à bourse de Douala. Sauf que les obligations qu'elle lève sur la place à bourse de Douala, elle émet ce qu'on appelle une obligation. Par exemple, quand l'État dit je veux 100 milliards, ou l'État dit je veux 10 milliards de francs, faisons simple, je veux 10 milliards de francs. La valeur nominale d'une obligation peut être de 500 000. Donc l'État va émettre 20 000 obligations de 500 000. Voilà. Ça, c'est la valeur faciale. Maintenant, le coupon, c'est le taux d'intérêt. Donc l'État dit, ah oui, mais moi j'y mets l'obligation à 5%, le coupon c'est 10%. Alors, on a un petit problème, rapprochez votre bouche du combiné, Élisée Onta, je vous en prie. Là ça va? Oui, ça va maintenant, oui. Ok. Donc vous allez toucher 5% chaque mois, ça c'est le coupon. Maintenant, dans le cadre de l'obligation coupon zéro, on parle de coupon zéro parce que ça va être différent. Si vous avez acheté 1 million de francs, par exemple, les 1 million, vous allez les acheter par exemple à 900 000 francs. Et non pas 1 million. Mais à échéance, l'État va vous rembourser 1 million de francs. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à proprement parler de taux d'intérêt. Vous achetez à discount, ça veut dire un montant qui est inférieur et au moment de rembourser, on vous paye un montant qui est supérieur. Cette technique avait été utilisée par l'État pour régler la dette de la Camtel au Cameroun à une époque. Je pense que c'était la première hypothèse. Bon, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été utilisée, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais là, ce n'est pas une technique qui aurait permis à l'État de reconstruire une nouvelle raffinerie. Alors qu'en revanche, la technique de asset-backed security aurait permis à l'État de construire une nouvelle raffinerie. Mais mieux, ce que je voulais bien insister, c'est que cette technique aurait permis de sortir tout de suite du bilan des banques. Je dis ça parce que c'est une banque camerounaise qui a déployé l'ingénierie financière qui a permis d'arranger, je dis entre guillemets, parce que ce que j'ai lu dans les journaux, d'arranger cette opération. Je pense que le ministère des Finances au Cameroun doit monter un peu doit monter en puissance, pas monter en puissance, c'est pas le terme que je veux, mais on dit en anglais upgrade, ça veut dire que doit monter à l'étage au-dessus en termes de l'ingénierie financière qu'elle déploie, parce qu'on s'aperçoit que souvent certaines situations ne sont pas réglées simplement parce qu'il y a un déficit d'ingénierie financière. Ce n'est pas tellement qu'il n'y avait pas la solution, mais c'est que l'ingénierie financière qu'on met devant les décideurs au ministère des Finances, je ne les connais pas, mais l'ingénierie financière qu'on met devant eux
n'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait une autre ingénierie financière qu'on aurait pu proposer. Cette ingénierie avait, ce que j'ai appelé securitization en anglais, avait pour but de sortir les dettes tout de suite du bilan des banques et de rentrer la liquidité, de transférer cette dette à des investisseurs, en l'occurrence les compagnies d'assurance, les microfinances, les ménages, comme on dit, wealthy, c'est-à-dire que les ménages, des gens qui ont la surface financière, et d'utiliser la trésorerie immédiatement rentrée pour financer un projet de reconstruction de la Sonara afin de recréer la valeur ajoutée. C'était intéressant pour les banques, pour la Banque centrale, pour la souveraineté nationale du Cameroun, pour la sous-région, pour le commerce régional, sous-régional. Et bref, il y avait beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, oui, mais sauf qu'on a du mal à comprendre comment ça aurait pu se passer, parce que le montant de 261 milliards de francs CFA qui a été convenu sur 284 milliards qui est la dette due aux banques, comment vous dites que les ménages auraient pu contribuer? Les microfinances également auraient pu sortir leur argent, leur épargne pour financer ça? Oui, je vais vous expliquer. Oui, mais oui, dites-nous. Bon, je vous explique. Oui. Je vous explique. La sécurisation, c'est quoi? La sécurisation, c'est une technique bancaire. Donc, la sécurisation était possible dans le cadre de la dette de la Sonara. Pour une raison, c'est que les travaux qui permettent de mettre en place la sécurisation, c'est les mêmes travaux qui permettent de mettre en place le rééchelonnement. Oui. Ça veut dire évaluer les dettes, les consolider en fonction de leur nature, faire des dettes d'une seule et unique nature. Donc, comme les dettes sont des actifs dans le bilan des banques, la sécurisation, on fait ce qu'on appelle un contrat, ils appellent ça due diligence. C'est un contrat, due diligence, que l'État passe. Parce que la sécurisation ici est possible. Pourquoi? Parce que la dette de la Sonara, la bancaire, elle est libellée en CFA. Première chose. Deuxième chose, on aurait dû la transformer en un titre négociable. Security, ça veut dire un produit financier. Nous avons déjà une bourse sous-régionale à Douala. Ça, c'est la deuxième chose. Quand je dis que les ménages pouvaient, je ne parle pas des ménages camerounais exclusivement, je parle des ménages camerounais, gabonais, congolais, tchadiens, centrafricains, bref, de tous les pays qui sont désormais membres de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique centrale, qui est domiciliée à Douala. Je parle également des ménages des pays voisins comme le Nigeria, qui ont des banques commerciales au Cameroun. Quand je parle pas des ménages, pardon, des institutionnels. Ça veut dire les compagnies d'assurance, les banques, les microfinances, etc., etc. Oui. Mais quel serait leur intérêt de sortir là de leur poche pour... Je vous explique, parce que ce qui se passe dans l'opération de sécurisation, c'est que les banques, au lieu d'attendre 10 ans pour recevoir l'argent de la Sonara, on aurait dit, voilà, vous avez emprunté 220 milliards à la Sonara, ou 230 milliards. Il y avait 31 milliards d'intérêts accrus, c'est-à-dire échus, mais non payés. On consolide tout ça en un seul montant, qui fait 261 milliards. Les 261 milliards vont être constitués maintenant en instruments financiers dont la valeur nominale, c'est 500 000. Donc, il y aura à peu près 600 000 parts. Et les 600 000 parts sont revendus à des investisseurs. Ça veut dire que les compagnies d'assurance, quand vous, monsieur Eric Fopoussi, vous allez dans une compagnie d'assurance camerounaise, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité, vous ouvrez un compte Millennium pour votre enfant, comment est-ce qu'elle rémunère ça? Elle fait des placements. Et parce qu'il y a très peu de placements au Cameroun, les Camerounais ont l'habitude de placer de l'argent dans les terrains. Or là, c'était l'opportunité, par exemple, non pas seulement au Cameroun, mais en Afrique centrale, que les institutionnels, moi j'en ai vu sur votre télévision, qui disaient voilà, nous avons un portefeuille de 200 milliards, nous investissons dans les dettes de l'État. Ces institutionnels auraient acheté ces sécurités, ça veut dire ces titres financiers négociables à la bourse via les banques commerciales. C'est eux qui auraient acheté les 261 milliards et c'est eux qui auraient touché les 5%. L'avantage, c'est que immédiatement les 261 milliards de dettes, donc constitués d'un principal, plus les intérêts échus et non payés par la Sonara, les 261 milliards sortaient du bilan des banques immédiatement et c'est de la trésorerie qui rentrait.
La conséquence, c'est que les banques recouvraient l'argent et les banques éliminaient les provisions qu'elles ont créées dans leurs livres. Ça nettoyait donc les provisions dans les livres et ça mettait la banque centrale tranquille. L'avantage, on dit back security, asset back security, c'est-à-dire qu'un instrument financier garanti par un processus de repaiement. Vous aurez constaté que le processus de repaiement, il est là. C'est l'engagement de l'État du Cameroun, certainement via une ordonnance de la présidente de la République ou bien une loi de finances corrective à l'Assemblée nationale. C'est l'engagement de l'État de dire, voilà, nous allons prélever 47% sur la TIPP et affecter dans un compte ouvert à la Banque centrale pour pouvoir garantir le paiement. Donc, la Banque centrale serait la banque de règlement. En même temps, la Banque centrale est une banque d'émission. C'est-à-dire que si l'État est différent, la Banque centrale peut émettre l'argent pour faire face aux obligations de l'État du Cameroun via le Trésor. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes les garanties. Je pense qu'on aurait dû externaliser tout de suite avec les garanties que l'État a mis en place pour prélever 47 francs CFA sur la TIPP, avec le fait que l'argent est désormais domicilié non pas au Trésor mais à la Banque centrale, avec le fait que cette créance est libérée en CFA, ça veut dire que la BA peut procéder à une émission de monnaie au cas où l'État est défaillant. Il y avait toutes les conditions réunies pour qu'on transforme cette dette en des actifs financiers et qu'on les revend ces actifs financiers à des investisseurs institutionnels, ça veut dire les compagnies d'assurance vie. Et comment donc on aurait trouvé l'argent pour reconstruire une raffinerie? Parce que les banques, quand elles venaient négocier avec le ministre des Finances, monsieur Louis-Paul Moutazé, je suis désolé un peu, comme je vous ai dit, moi je ne l'attaque pas parce que c'est un aîné que je connais, voilà, donc je n'ai pas l'impression de l'attaquer, je dis simplement ce qui est. Il aurait dû, parce que j'ai constaté quand on avait émis des critiques sur l'eurobond, je pense cette fois s'il a mieux négocié les taux, on aurait dû peut-être se retrouver à 10%, il a négocié à 5,5%. Dans le cas d'espèce, il n'aurait pas dû, je trouve que là il a lâché très vite. Il a lâché, il n'a pas été, comme on dit, dur dans la négociation avec les banques. Ce qu'il aurait dû faire, c'était de dire aux banquiers, écoutez, nous avons mis en place tous les mécanismes qui vous permettent de récupérer votre argent. Ça veut dire que nous allons, à terme, cet argent sera récupéré. Nous allons sécuritiser ce montant d'argent-là. Donc, vous allez encaisser ça tout de suite. Vous allez nettoyer les provisions dans votre compte. Vous voyez que ça vous fait respirer, ça vous fait souffler. Mais en contrepartie, nous, derrière le gouvernement, nous avons un projet de reconstruction de la Sonara. Et vous allez nous réemprunter cet argent pour financer la reconstruction de la Sonara. Après, on peut... C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile, ça. Oui. Ça se fait dans tous les pays du monde. Pourquoi vraiment, excusez-moi, le Cameroun, là, n'est pas constitué que des Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est comme si vous dites que manger une mangue, c'est difficile. Je veux dire, pourquoi vous dites que c'est trop facile? C'est des choses qui se font tous les jours, tous les heures sur la planète Terre. Pourquoi ça doit être difficile au Cameroun? Quelqu'un a une créance compromise de 261 milliards. Vous lui mettez la solution pour qu'il récupère son argent immédiatement. Mais la moindre des choses, même l'intérêt pour les banques, c'est de refinancer, c'est de réinjecter cet argent. C'est-à-dire que les banques diraient, voilà, au lieu de faire 5% à ne rien faire avec l'argent qui va entrer à vue, on cédait cet argent à des investisseurs institutionnels, notamment les compagnies d'assurance. Et le gouvernement camerounais présentait un projet de reconstruction d'une nouvelle raffinerie. Et l'argent que les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, les ménages de l'Afrique centrale avaient mis, servait plutôt à participer au financement d'une nouvelle raffinerie. Je peux vous expliquer comment ça va se faire. Comment ça peut se faire. Expliquez-nous. Première chose, comme je l'ai dit, je pense que le gouvernement camerounais, c'est très important, aurait dû mesurer le fait que le Cameroun est désormais situé à mi-chemin entre deux ensembles économiques qui se mettent en place en Afrique. C'est la CEAC, ça veut dire qu'en partant du Cameroun jusqu'à l'Angola, le Rwanda, en montant jusqu'au Sud-Soudan. Deuxièmement, c'est la CEDEAO, ça veut dire en partant du Cameroun jusqu'au Sénégal. Et dans cette zone-là, vous avez plus ou moins une crise énergétique. La principale crise énergétique, elle est adossée au Nigeria. Elle se trouve au Nigeria, qui peine, malgré la construction d'une nouvelle raffinerie, à disposer des produits pétroliers pour son marché domestique. La CEMAC même, vous êtes en CEMAC, vous voyez vous-même qu'il y a des difficultés là avec les produits actifs. Donc, il y avait de la place pour faire une raffinerie
mais non plus une raffinerie à capitaux 100% camerounais ou 100% étatiques. Ça, c'est le modèle soviétique. Hein, même Gazprom, aujourd'hui, a un actionnariat allemand. Gazprom russe de la Russie communiste a un actionnariat allemand, a un actionnariat européen. Non, l'État aurait pu mettre en place un mécanisme qui consistait à recréer un projet industriel de la Sonara qui n'était pas très performante parce qu'elle avait un outil, c'est ce que j'ai appelé l'obsolescence. Ça veut dire qu'elle avait un outil qui est très vieux comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Si je le dis, c'est parce que moi, pendant la campagne 2018, j'ai travaillé pour M. Maurice Kamto et moi, j'ai reçu un projet du ministère de l'Énergie de reconstruction d'une nouvelle raffinerie. Ce projet existe. Donc, c'était un plan de relance de la Sonara. Comment on fait pour relancer la Sonara? Ce projet existe de reconstruction d'une nouvelle raffinerie avec cette fois-ci la possibilité de faire des hydrocarbures, ça veut dire que du pétrole, du gazole, du fuel, de faire de bitume, de faire peut-être même du pétrole en pente, des huiles de moteur, etc. De faire surtout de la pétrochimie, comme on va faire à l'Icône Dangote, c'est-à-dire produire des engrais, produire la matière plastique chimique, qui sont des choses que nous importons et qui nous font perdre énormément de devises. Ce projet-là existe. L'étude de faisabilité a été faite par le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Énergie au Cameroun. Il existe. Donc, si moi, je l'ai vu, ça veut dire que ceux qui sont au niveau plus élevé connaissent que ce projet existe. Donc, il y avait la possibilité de toiletter ce projet, de faire la mise à jour et de négocier avec les banquiers en disant, écoutez, nous allons mettre un mécanisme en place qui va vous permettre de récupérer votre argent. Mais cet argent va participer à la relance d'un nouveau projet industriel qui sera créateur de valeur. Parce que le problème, ce qu'on appelle dans le domaine de l'investissement, le coefficient de capital. La Sonara avait un problème. Je dis bien, je n'ai pas tous les éléments devant moi. La Sonara avait un problème. Quand vous avez une très vieille raffinerie, comme la raffinerie de l'ex-URSS, comme a été la Sonara, le coefficient de capital est faible. Ça veut dire que si vous investissez 100 milliards, le chiffre d'affaires maximum que vous pouvez avoir dans cette raffinerie, c'est 300 milliards. En revanche, si vous investissez dans une raffinerie neuve, avec un outil automatisé, performant, et qui vous permet de faire plusieurs sous-produits, ou bien plusieurs familles de sous-produits, le coefficient de capital peut aller jusqu'à 6, 8. Ça veut dire que si vous investissez 100 milliards, vous allez aller jusqu'à 800 milliards. À partir du moment où le projet devient créateur de valeur, il devient plus intéressant pour les banques. D'accord. Ok, on va. Nous règle un problème. D'accord, on va revenir là-dessus. Alors, beaucoup de temps, Rebecca prendra également la parole tout à l'heure. Madame, monsieur, restez avec nous sur Radio Equinox. Merci de nous retrouver sur Radio Equinox, madame, messieurs, vendredi 29 octobre 2021. La revue de presse, on vous accueille. Cédric Ding, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. La revue de presse. Madame, monsieur, bonjour, bon début de week-end, bon fin du mois d'octobre et surtout bienvenue à cette première partie de la revue de presse pour la ville de Douala. Ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression et un titre qui va sûrement parler à Bobon Begbang Bengan Gandji. Le 29 octobre 1959, le discours prophétique pour le Cameroun. C'est le titre du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Il faut rappeler que c'est dans un plaidoyer historique que Sa Majesté Daniel Kémajou, président alors de l'Assemblée législative du Cameroun, avait sensibilisé les députés à cette veille de l'indépendance du pays afin qu'ils ne confient surtout pas les rênes du plein pouvoir à Ahidjo, alors Premier ministre, pour construire le Cameroun indépendant, avec le risque, soit dit en passant, d'hypothéquer l'avenir du pays. 60 ans plus tard, le Cameroun est pris dans la menthe de la prophétie de Sa Majesté Kémajou, alors que ce dernier l'avait prévu. Hélas, et le journal vous propose de voir de mémoire, de lire mot pour mot le discours de ce dernier face à l'Assemblée nationale. C'est à découvrir de la page 5 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression. Bobon Begbang Gandji s'en est rendu compte. La moitié de la population de Douala également. Un attentat terroriste, une alerte à Douala a été sonnée hier. C'est du côté de Bonanjo. Des éléments des forces de défense et de sécurité de la capitale économique du Cameroun ont été mobilisés dans la journée d'hier pour
tenez-vous bien, une alerte à la bombe en plein cœur du quartier Bounandjo, c'est dans le premier arrondissement de Douala, c'est à lire en page 3. Pour petit rappel, ces événements se sont déroulés hier entre 10 et 17h, entre 10h et 17h de la journée. Les éléments ont sorti les personnes de leur bureau en les mettant à l'abri. Une alerte à la bombe avait été lancée à ce moment-là. Que s'est-il passé? Le journal vous propose de revenir sur la folle journée qu'a vécu le quartier Bounandjo. Et on le disait, c'est à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Fermons la Nouvelle Expression et prenons le journal Le Messager de ce matin, Le Messager qui lui nous emmène dans les couloirs du pouvoir et nous parle des récentes opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et d'un homme en particulier, Jean Kuete, comme Ponce Pilate, c'est le titre de du journal Le Messager de ce matin. Ponce Pilate, pourquoi? Parce que ce dernier se lave les mains. Le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déclaré tous les élus, c'est ce que nous dit le journal Le Messager de ce matin, qui rajoute à cela que tout cela a été fait par le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans dénoncer ses camarades qui ont cassé, brûlé, sorti des machettes, des gourdins ou encore des armes à feu et mis la République en danger. Alors la question est posée, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais serait-il sourd, aveugle, sourd et muet, ou alors ferait-il tout simplement la politique de l'autruche? C'est ce que vous dit, c'est ce que vous propose de découvrir le journal Le Messager et c'est à lire en page 3. Fermons le Messager et prenons l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui nous emmène dans un endroit. On parle chemin de Cannes, on parle chemin des infrastructures, mais il y en a une qui aujourd'hui est abandonnée à elle-même. Il s'agit de l'aéroport de Ngaoundéré qui est envahi par les herbes, c'est ce que nous dit le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel aujourd'hui et nous conduit vers l'un des fleurons, ce qui était à l'époque l'un des fleurons de l'aviation camerounaise, l'aéroport de Ngaoundéré, qui, soit dit en passant, est un carrefour pour allier la ville de Garoua, une ville qui va abriter l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations, et cet aéroport qui fait pâle figure aujourd'hui avec des herbes qui poussent un peu partout, difficile de distinguer le tarmac, je ne parle même pas des problèmes d'atterrissage des potentiels avions et la description peu reluisante de l'aéroport de Ngaoundéré, c'est à lire en page 6 de l'hebdomadaire, du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Et c'est avec cette une herbeuse du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel que nous refermons cette première partie de la revue de presse et nous repassons le pouvoir à celui qui essaye de m'arracher un sourire depuis tout à l'heure en faisant des grimaces, je ne sais pas trop pourquoi. Eric Faupoussi, c'est à vous. Ding, on va le dire ainsi, hein, c'est une journée, on va dire, belle pour vous, on va dire dernière de la semaine et surtout dernière du mois d'octobre, puisque dès lundi on va tout de suite basculer vers ce mois de novembre. Alors la revue de presse ici à Douala bien assurée et ensuite à Yaoundé, Marcelin Garçon qu'on attend avec un brin on va dire d'impatience et on va vous redire que Bertrand Bonzini assure la mise en onde pour cette troisième heure de l'émission et bien sûr Bobo Bengan est là pour continuer avec nous cette émission ce matin qui avec Élisée Yonta oui sur Cédric Zing, vous voulez dire hein? Il m'a interpellé sur le discours de Daniel Kemayo tout à l'heure effectivement. Ça doit vous rappeler des choses. Oui, non, la chose principale ce jour-là c'est que le président de l'Assemblée nationale il ne l'avait pas dit clairement, mais il présentait dans son projet à lui et soumis aux députés, c'est d'avoir une table ronde. Table ronde dans les coulisses, on pensait que Daniel Kemayou mettait son mandat en jeu, c'est-à-dire transformer cette assemblée législative du Cameroun en assemblée constituante qui allait poser les bases de la République qui allait naître. Et il avait osé surtout contre le fait de continuer la répression. D'ailleurs, il avait été justement les pleins pouvoirs octroyés à Aïdjo à l'époque. Oui. Malheureusement, parce que mieux que quiconque, il savait que l'État du Cameroun, encadré par ce décret français, ne nous donnait pas l'opportunité de nous épanouir. On voulait mettre Aïdjo avec tout histoire de continuer la domination malheureusement française. C'est là, oui. Non seulement continuer la domination française, mais mettre l'exécutif, le pouvoir exécutif au-dessus du pouvoir législatif. Oui. Et malheureusement, 60 ans plus tard, on vit la même chose. Voilà.
Donc voilà, c'était le point de départ de ces pleins pouvoirs transférés à Madou Ahidjo, auquel Daya Kemajou s'était opposé, voilà, à l'Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM, comme on l'appelait à l'époque. Bon, Bengan, je voudrais juste rappeler que nous parlons ce matin d'une analyse économique de la restructuration de la dette dette bancaire, je veux dire ici, de la Sonara, avec Élisée Yonta, qui est banquier d'investissement et analyste financier. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de ce que l'État aurait dû et pu faire pour que la Sonara puisse se relever rapidement, mais malheureusement on voit très bien que lorsqu'il explique, on pense que c'est facile, du moins c'est trop facile, alors que on sait que la vie n'est pas si facile que ça. Non, c'est très facile. D'abord, lui et moi, là où nous avons des points de divergence, c'est au niveau du taux. Il estime que le taux de 5% n'est pas élevé, mais j'estime que c'est très élevé. C'est élevé, mais précisément, il dit que ce n'est pas élevé parce qu'il a dans sa tête, comme beaucoup d'ailleurs, là, lui et moi, je le rejoins, nous on pense à une raffinerie, à une souveraineté du Cameroun, un peu plus d'argent, appeler des investisseurs, qui aboutit d'ailleurs à une bonne restructuration du secteur bancaire, parce que le secteur bancaire camerounais n'est pas bien restructuré, la restructuration de 1990 a raté. Donc, je vais dire que, en fait, le ministre des Finances, comme moi, nous ne connaissons pas le dossier, mais comme n'étant pas dans un projet industriel, il préfère que les banques se sucrent, alors que les banques nous spolient davantage. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous prêter l'argent à moins de 3%, et vous déposez cet argent à 5%. Et pourquoi? Précisément parce que le ministre des Finances n'a pas su négocier un projet industriel. Et n'étant pas dans un projet industriel, nous sommes beaucoup plus dans les incertitudes. Et les incertitudes, là, ils pensent donc que les banques devraient chercher les moyens. En fait, ils devaient assurer les banques en leur disant, voilà, vous allez récupérer votre argent. C'est pour ça qu'ils laissent à 5%. Parce qu'il y a un déficit de projets industriels derrière cette que vous appelez restructuration de la Sonara. Malheureusement, ce que je crains, justement, c'est que la Sonara, cette restructuration nous amène à des multiples restructurations que nous avons eues avec Amerco. L'État est seul actionnaire, le seul propriétaire de l'entreprise, mais l'État ne nous présente pas un projet industriel. C'est-à-dire, on fait des dosages à dose homéopathique pour que l'entreprise ne meurt pas. Oui. Mais en fait, est-ce qu'on parlera alors de raffinerie? Puisque le terme sera peut-être rébarbatif, mais la Sonara joue aujourd'hui le rôle de Bayam Selam. Il ne transforme rien. Effectivement, vous allez comme les gamins qui vont au village, ils sont venus la nuit, de part et d'autre, ils ont acheté les macabos, les tomates, et ils viennent ici à un taux. S'ils négocient avec le transport, ils revendent. Les BAM, c'est l'embrevente, c'est ce que la Sonara fait. Donc, la Sonara achète le pétrole là-bas qui ne raffine pas, il vient revendre ici. Après, il dit le stock du Cameroun, c'est tant nombre d'hectolitres de ceci, tant nombre de mètres cubes de gaz là-bas. Bon, il dit SCDP, garde ça là, pardon. CSPH, bon, toi qui régules souvent les prix là, il essaie de faire. Bon, il revend. C'est quoi cette entreprise industrielle, une raffinerie qui fait le Bayam Selam seulement? C'est inadmissible au XXIe siècle. C'est inadmissible. Donc là, je le joins. Et c'est pourquoi je ne sais pas quel est ce ministre des Finances. Mais je comprends également justement qu'aujourd'hui au Cameroun, ou alors sous le renouveau, les projets ne sont plus des projets intégrés. Que veut dire projet intégré? Je vous prends le cas du pont de Douala, deuxième pont de l'Ouvori. Vous avez vu, dès qu'on a ouvert un peu, il y a eu une inondation. Précisément parce que ce n'était pas un projet intégré. Il faudrait, quand on construit un ouvrage, on sait qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. On ne laisse pas ça aux travaux publics. Le ministère des Mines est là, l'énergie, de tel, vous dit, les canaux de transport d'eau pour Bonabéry, voilà comment on est fait.
Camtel vient vous dire, mes lignes de téléphone passent par-ci. Donc, on fait un projet global et Aénéo dit, mes lignes téléphoniques, d'électricité ne passent pas par le haut. Nous avons des tuyaux sous-marins, nous avons. C'est ça un projet intégré. Malheureusement, voilà, donc, une partie fait sa part et les autres doivent se conformer. Doivent se conformer. Ils vont faire le rafistolage. Quand vous dites se conformer, mais ça veut dire qu'il y a des normes. Effectivement, il n'y a pas eu de normes. Le pont de Vouri a été inondé. Voilà. Comment un pont en toboggan est inondé, vous aussi. Donc, c'est terrible. C'est ça la Sonara. C'est-à-dire qu'il fallait mettre beaucoup d'attention. Le ministre de l'économie dit quoi? Ils ont fait ça entre eux. Le ministre de l'économie dit quoi? Pas savoir. Lui qui fait la projection, apparemment, c'est un ministère du plan et de la planification. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de planification. Le ministre de l'Industrie, qu'est-ce qu'il a dit? Le ministre des Mines, on ne sait pas. Donc, SNH même, on ne sait pas. Donc, vous voyez, c'est terrible. Quelqu'un vient là et dit, bon, je suis financier. Et comme je ne voudrais pas faire un rapport où, d'abord, ce n'est pas à lui de faire le rapport, c'est le ministère des Mines, c'est son domaine de dire que le top management n'a pas assuré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une faute de management. Faut-il les liquider, les maintenir, tout ça? Bon, il dit que non, en fait, c'est qu'il veut, la Sonara a besoin d'argent. D'accord. Et je viens auprès des financiers pour voir comment je peux injecter un peu d'argent. C'est regrettable. Dominique Coudry, bonjour à vous. Bonjour Rick Fopoussi, bonjour Mbombo Bengan et notre invité et aux auditeurs. D'accord. On va aller à Yaoundé où Marcelin Ganson est en place déjà. Bonjour Marcelin. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à toute l'équipe à Douala, merci de nous tendre cette perche pour la revue de presse deuxième partie. Nous y allons tout de suite. D'abord avec cette alerte, finalement, il n'en était rien à Douala, alerte à la bombe, panique dans la capitale économique du Cameroun, c'est ce que nous propose ce matin le quotidien Le Jour qui indique que hier, le quartier Bonanjo a été bloqué pendant un bon bout de temps par les forces de défense et de sécurité. Après une alerte à la bombe, finalement, il n'en était rien et la vie a repris son cours normal dans le chef-lieu de la région du littoral, tel que vous le verrez ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour, qui rend également compte de la Convention nationale de l'Union démocratique du Cameroun avec l'élection de Tomaigno Damdioya au poste de présidente de l'UDC, des travaux tenus ici même à Yaoundé, tel que vous le verrez dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le journal Essingang ce matin parle de la promotion de l'image du Cameroun autour de la CAN 2021 en désignant le périple du ministre d'État Ferdinand Gongo comme étant salutaire. Le journal fait savoir qu'en faisant le tour des infrastructures sportives il y a quelque temps, eh bien, le SGPR avec sa délégation, tous ont donné à voir et à faire admirer les réalisations exceptionnelles du Cameroun à la face du monde. Tout cela en faisant constater leur fonctionnalité. Il était surtout question de booster donc la visibilité des capacités organisationnelles de notre pays, notamment en ce qui concerne les grands événements sportifs, tels que vous le verrez ce matin dans les colonnes du journal Essingang. Et pourtant, vous le verrez en une du quotidien Mutation, le COCAN fonctionne au régime sec, titre ce journal, qui indique qu'à 2 mois de la CAN, les commissions du comité local d'organisation de la compétition sont toujours en attente du budget pour se déployer. Résultat des courses, lorsqu'on parcourt les principales villes concernées par la compétition, on ne sent véritablement pas que la CAN est imminente parce qu'il n'y a pas de l'argent. Indique ce matin le quotidien Mutation. Cameroun Tribune, pour sa part, parle des suites du grand dialogue national en toute transparence, en indiquant que sur haute instruction du président de la République, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, a rencontré hier ici Mama Yaoundé le corps diplomatique accrédité au Cameroun. Il était question de faire le point avec ses ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatique, de faire donc le point de l'implémentation des recommandations du grand dialogue national tenu en 2019, mais également d'aplanir les malentendus et faire taire certaines rumeurs, telles que vous le verrez ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune. Pendant ce temps, le quotidien de l'économie
nous invite à parcourir le schéma d'aménagement et de développement de la région du Sud-Ouest qui se prépare. Le journal nous informe que le recrutement des bureaux d'études et groupements devant faire ce travail est en cours, selon un communiqué rendu public par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, dont vous aurez des détails en parcourant ce matin les colonnes du quotidien de l'économie. Le quotidien de Guardian Post ce matin parle d'un forum international pour rechercher des solutions à la crise anglophone qui doit commencer aujourd'hui même du côté du Canada. Les participants sont issus notamment de la société civile, également des groupes religieux. Certains sont des représentants des organisations internationales, mais aussi des groupes séparatistes. Vous aurez les détails sur cette réunion, ou plutôt sur ce forum international, en parcourant donc ce matin les colonnes du quotidien de Guardian Post. Nous terminons cette revue de presse deuxième partie avec la petite fleur que fait ce matin le journal Éco-Santé au docteur José Adiembe Essola, qui est le nouveau délégué régional par intérim de la santé publique dans la région de l'Est. Lui qui était jusque-là directeur de l'hôpital de district de Batouri dans le département de la KDI. Il remplace à ce poste le docteur Désiré Mintom, qui a donc été nommé inspecteur de service numéro 4 au ministère de la Santé publique. Il y a pratiquement un mois déjà, une petite feuille à ce jeune médecin délégué par intérim de la santé publique dans la région de l'Est. À la une ce matin du journal Éco-Santé. Revue de presse terminée pour ce vendredi, pour cette semaine également. Rapidement à Douala pour la suite du café matinal. On prend rendez-vous pour lundi pour le même exercice et avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous et à tous. Merci Marcelin Garçon pour cette revue de presse. Retour alors dans ce studio pour la suite de cette matinale. On analyse ce matin économiquement la récente restructuration avec Élisée Yonta qui est banquier d'investissement. Pour lui, et ce qu'on retient ce matin, c'est que le terme restructuration est un violent abus de langage, puisque je parce que partage ce point de vue, restructurer, c'est un gros mot et pourtant ça devrait, quand on dit restructurer, ça implique d'autres éléments qui sont reconstruction par exemple d'une autre raffinerie et tout le reste. Mais là, on a juste réchelonné, comme il dit, la dette, c'est tout. Donc on est resté uniquement sur la dette. Absolument, oui, c'est tout. Un papa qui sait que son enfant est allé à telle boutique, il a pris, il a ici, il a pris. Bon, ça devient gênant au point où même le titre foncier peut partir. Il va donc voir les créanciers là où son fils est allé en disant non, gars, oui, je sais que mon fils vous doit tant, mon fils vous doit tant et tout et tout. Bon, j'ai regroupé la famille. Bon, on va voir dans quelle mesure, bon, le montant global. Donc, il réunit les créanciers de son fils en leur disant mais bon, vraiment vous savez que c'est le seul fils que j'ai et vous l'aimez. Le fait de lui avoir donné de l'argent, ça veut dire que vous-même vous l'aimez. Bon, essayons de voir comment on va voilà. Alors, bon, toi tu lui avais dit qu'il allait payer dans 6 mois. Tel avait dit dans un an, bon, regroupons tout, nous tous, entendons-nous. Et on va commencer à vous payer dans 3 ans. En 3 ans, mais voilà comment on va vivre désormais. Sauf que le fils, on lui a pas pris à pêcher. Voilà, malheureusement. Et justement, il ne dit pardon pas au fils que j'ai mon terrain ici, j'ai des titres, toi-même apprends. Voilà. Après séance et tout, ou alors pendant que nous sommes dans les séances de te redonner, de te permettre encore d'avoir des habits, parce que tu aurais pu même, on pourrait même décider que tu te promènes nu. Voilà. Mais comme tu ne peux pas te promener nu, voilà comment tu peux cultiver ici, tu peux faire les arachides, tu peux. Finalement, tu seras assis, tu auras une femme, les enfants que tu pourras encadrer toi-même avec une maison. Donc, effectivement, c'est là. Et c'est pour ça que tous les Camerounais, je pense que même au ministère des Finances, le débat est là-bas, mais bon, apparemment, comme il est interdit au Cameroun de donner ses points de vue à sa hiérarchie, quand quelqu'un bénéficie de la faveur d'un décret, il est aussi omniscient. Donc, vous ne pouvez rien lui faire comme proposition. C'est là, c'est ce qui est malheureux. Alors, Élisée Yonta, on a bien écouté, on a bien suivi ce que vous avez dit ce matin. On évoquait ici les voies et moyens pour remettre à flot cette Sonara avec un investissement qui pourrait reconstruire une raffinerie avec du matériel de pointe. Mais sauf que ça coûte quand même cher, non, une raffinerie. Je peux réagir? Oui, allez-y, oui. Au propos de Mbongo Mbenga. D'accord, allez-y, oui, d'abord.
Donc j'ai écouté mon Bengan que j'aime beaucoup. Et bon, je pense que j'ai bien écouté. Hein. En fait, j'ai retenu 3 choses. Sur le taux de 5,5%, je dis que le taux est acceptable, bon Bengan. Parce que le banquier, quand il décide, il regarde le taux. Il ne faut pas oublier, Bobo Mengan, que l'argent que le banquier a prêté à la Sonara, ce n'est pas son argent, c'est les dépôts à vue des personnes. Par exemple, quand vous ouvrez votre compte d'épargne et que vous déposez l'argent, si le banquier rémunère votre compte d'épargne à 3%, il y a des charges, le personnel, l'énergie, les bâtiments. Donc, il faut bien qu'au-dessus de ces 3%, il ajoute un petit quelque chose. Donc, il peut pas aller en dessous de 3% alors qu'il rémunère votre épargne à 3%. Il va perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que le banquier, je pense que le taux de 5%, on tient compte de certains paramètres. On tient compte déjà du taux d'inflation au Cameroun. Bon, l'État du Cameroun dit tout le temps, oh, l'inflation en dessous de 5%, mais je n'y crois pas. Si vous voulez avoir un exemple, prenez le prix du loyer d'un studio de 2 chambres il y a 20 ans et prenez le même prix aujourd'hui et calculez la différence divisé par 20 ans, vous allez voir à peu près de la progression des prix au Cameroun. Faites la même chose pour la bière, par exemple. Donc, vous allez voir la progression des prix. Donc, on regarde d'abord le taux de l'inflation. Ensuite, on regarde le taux de rémunération de l'épargne. Donc, je pense que quand on regarde au Cameroun, l'épargne étant rémunérée à 3,5%, et le taux d'intérêt que l'État a consenti aux banquiers à 5,5%, on ajoute 2% avec une inflation. Je pense que c'est pas mal quand même. Je veux dire que il fallait pas aussi faire que les banquiers perdent la face. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le taux aussi intéressant parce que dans l'hypothèse où on aurait externalisé ces prêts du bilan des banques, au fin de monter une opération avec les banques pour financer une nouvelle raffinerie, les investisseurs institutionnels, comme j'ai dit, dans la CEMA, que sont les compagnies d'assurance, hein, je ne veux pas donner leur nom, il y a plein de compagnies d'assurance qui là, l'argent des gens qu'elles collectent. Que la Caisse nationale de prévoyance sociale, parce que la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun a un problème, elle n'investit que dans l'immobilier, elle doit diversifier son portefeuille de produits. Elles auraient pu investir là-dedans. Les investisseurs institutionnels, que sont les microfinances, que sont les entreprises multinationales qui viennent travailler chez nous et qui, au lieu de rapatrier l'argent, le ministère des Finances les aurait appelés en disant, écoutez, mettez au moins ce 5% des marges commerciales que vous avez pour acheter ces produits afin qu'on nettoie le bilan des banques. Donc, il y a, je veux dire, à un taux de 5,5%, ce serait intéressant parce que la rémunération de l'épargne classique étant à 3,5%, on aurait dû sortir cela des banques et donner ça à ces investisseurs et ils auraient pris ça à 5,5%. Donc, mon problème, c'est que le taux est raisonnable. Si on prend en compte certaines données métriques disponibles au ministère de l'économie et la planification, où on fait des études économiques, il y avait de la place et je pense que le taux de 5,5% est à peu près raisonnable. Deuxièmement, je suis d'accord avec Bobo Bengan que ce qui a posé problème là, c'est le déficit de projet industriel. C'est le déficit de projet industriel. Et là, c'est dommage que le ministère des Finances dans cette affaire ait fait cavalier seul. Ça veut dire qu'il allait restructurer la Sonara et il y a eu un gros effet d'annonce dans les médias, mais il allait rééchelonner la tête de la Sonara auprès des banques. Il y a eu un gros effet, ça fait un peu cavalier seul, alors qu'il y avait de la place pour que ce dossier soit géré par un comité interministériel. Par exemple, placé sous la tutelle de la primature, qui regroupait à la fois le ministre des Finances pour la partie sécurisation, afin de dégager les ressources pour financer une nouvelle raffinerie. Moi, je vais vous esquisser un petit plan. Et deuxièmement, parce que je rappelle que ce qu'on a fait pour les dettes bancaires là, de 261 milliards, on pouvait faire la même chose pour les traders. C'est-à-dire que ceux qui ont livré du brut à la Sonara, on pouvait faire la même chose. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on confie une opération comme ça à une grande banque comme la Citibank qui est au Cameroun là, ou à HSBC Bank, ils pouvaient sécuriser cette dette des traders et la mettre sur les marchés internationaux puisqu'elle est libellée en dollars. Et éventuellement, on pourrait avoir une convention avec eux. Ils pourraient faire la même chose. Et il y a des choses à faire. Bon, je ne peux pas entrer dans tous les détails. Donc, on pouvait le faire également. Et quand on additionne là, ça dégageait une ressource de 620 milliards disponible pour faire une raffinerie de 2000 milliards. Donc, presque c'est plus de 50% de l'apport initial qu'il fallait mettre pour pouvoir faire une nouvelle raffinerie. Donc, je veux dire que ce qui est déplorable dans le dossier, c'est que le ministère des Finances fait cavalier seul. Le ministère des Finances aurait dû travailler dans le cadre d'un comité interministériel en disant nous allons assurer la sécurisation, nous allons travailler au niveau de la présidence pour qu'on ait l'ordonnance ou bien l'Assemblée nationale, pour qu'on ait le projet de loi
des finances correctives qui permet de dégager les 47,88 francs CFA par litre de carburant en termes de TIPP et domicilié à la Banque centrale. À partir du moment où on avait fait ça, on appelle ça processus de blocage. On rédigeait ce qu'on appelle une due diligence dans un terme d'agrément et on mettait le produit à la destination des investisseurs. Et revenait maintenant au ministère de l'Industrie et surtout au ministère de l'Énergie de sortir le projet de construction d'une nouvelle raffinerie moderne, comme le Nigeria est en train de faire avec Aliko Dangote, qui fait face aux enjeux. Ça veut dire ça prend 1 an pour achever les faisabilités et boucler le financement. Ça prend 2 ans pour construire. Ça prend 1 an pour faire la mise en service. C'est 4 ans. Et on avait une nouvelle raffinerie et on repartait. Ça nous mettait une souveraineté nationale parce qu'on approvisionnerait ces raffineries avec notre brut à près de 60% et l'État ne ferait plus des contrats de partage de production dans son pétrole. L'État ferait beaucoup de choses, le gaz, la pétrochimie, bref, beaucoup de choses. Donc je pense que là-dessus, ça n'a pas été... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une vraie restructuration, parce qu'une restructuration, les anglo-saxons disent, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle policy. Ça ne veut pas pour la politique politicienne, mais policy. Mais il y a donc une stratégie. On n'a pas vu cette stratégie-là. On a vu un cavalier du ministère des Finances qui a dit, je fais ma part, et il a fait sa part de manière isolée, et ça empêche du coup aux autres, ça veut dire le ministère de l'Industrie et de l'Énergie, d'avoir la capacité de... Parce qu'une fois que c'est bouclé, là, c'est bouclé. Le ministère de l'Industrie n'a plus les leviers, ou bien l'énergie n'ont plus les leviers pour pouvoir esquisser une solution de refinancement d'une raffinerie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une restructuration. Parce que la restructuration, en mettant à terre, donc au bout de 4 ans, une nouvelle raffinerie, aurait permis aux banquiers de dire, bon, voilà, on a concédé, c'est-à-dire qu'on a sécurisé de l'argent, les investisseurs ont mis les moyens, on a reprêté à l'État. Donc, on sort de là maintenant avec une raffinerie moderne qui va nous faire 3, 4, 5, 6 fois plus de dépôts qu'on en faisait auparavant. Et là, ça aurait profité à l'économie. Donc, voilà, on n'a pas vu ça. Donc, voilà, je voulais bien clarifier ça pour être sûr bien que les Camerounais comprennent. Donc, mon frère Bomo Menga, on est d'accord sur le point, comme tu as dit, c'est un dossier qui retarde la souveraineté de notre pays. Parce qu'un pays comme le Cameroun doit avoir une raffinerie. Un pays comme le Cameroun qui est la porte d'entrée pour la Centrafrique, pour le Tchad, pour le nord du Nigeria, pour le Niger, voire pour le nord du Gabon, du Congo et la Guinée équatoriale, Sao Tomé, devait avoir une raffinerie moderne, mais conçue non plus à 100% par l'État du Cameroun, avec un actionnariat régional et un actionnariat international. Donc je vais donner les éléments pour que... Oui, allez-y, donnez-les. Oui, allez-y, Élisée. Le chemin est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le document qui avait été compris, si on prend, disons même, laissons le document du ministère des Impôts, pour que ça ne fasse pas, parce que M. Montazer Nego surdimensionné, donc ça va pas pour ne pas le froisser. Prenons comme benchmark, on veut avoir une raffinerie comme ce que Aliko Dangote a pour Nigeria. Ça veut dire que qui produit tous les sous-produits qu'on peut, parce que les gens oublient que le plastique, c'est à partir du pétrole. La résine de plastique, c'est à partir du pétrole. Le gaz, etc. Dans une raffinerie, on fait beaucoup de choses. Les engrais, etc. azotés. On fait beaucoup de choses avec des raffineries modernes. Si on voulait faire une raffinerie, dans Dangote, c'est 2000 milliards. Donc, si on voulait faire ça au Cameroun, si on met, les actionnaires mettent sous forme d'argent qu'ils ont trouvé en termes d'apport en fonds propres et de prêts divers, s'ils mettent déjà la moitié, ça veut dire 1000 milliards sur la table, ils ont déjà tous les éléments en main pour pouvoir trouver l'autre partie. Dans un projet comme celui-là, surtout si on va faire une raffinerie moderne et qui n'est pas surfacturée. J'insiste bien sur le terme qui n'est pas surfacturé. J'insiste bien sur ce terme. on vous comprend. On vous comprend. Voilà, parce que la raffinerie pour 2000 milliards et qu'on va faire 1 milliard, le projet n'est plus le même. Oui. Parce que le coefficient de capital n'est plus intéressant, les investisseurs ne vont pas se bousculer. Parce que le retour sur investissement, la durée, le retour sur investissement sera long. Si c'était par exemple de 10 ans, ce sera désormais 40 ans et personne ne va se bousculer pour entrer dans un projet comme ça. Donc vous voyez bien qu'il faut 1000 milliards. Or, quand on dit 1000 milliards, regardez bien que la quotité, la quote-part de la dette qui était, donc on pouvait mettre sous forme de ce qu'on appelle asset-backed security, ça veut dire des produits qu'on pourrait revendre aux investisseurs. Ça fait 261 milliards plus 359 milliards. 261 milliards pour les banques camerounaises, 359 milliards pour les traders. Vous additionnez les deux, ça fait 620 milliards. C'est-à-dire que l'État aurait, à travers la sécurisation,
mobiliser cet argent à remettre aux banques d'abord les 231 milliards et puis à remettre aux traders. Bon, et même pour les traders, ils auraient pu faire ça à moitié, par exemple. Mais au moins, dans le cas d'espèce, l'État aurait récupéré l'argent. Je mets autour 300 milliards. 300 milliards de francs pour l'État du Cameroun. Or, je redis encore, si nous voulons faire une raffinerie demain dans notre pays, il faudrait faire une raffinerie où nous mettons le Nigeria. Parce que si le Nigeria connaît la raffinerie, il va nous ouvrir son marché domestique, qui sera le plus grand marché automobile d'Afrique, le plus grand marché en termes d'achat de kérosène en Afrique avec les compagnies aériennes, le plus grand marché en termes d'industrie, besoin de fuel lourd d'Afrique, parce qu'ils auront 400 millions d'habitants en 2050. C'est un avantage que, par exemple, le Sénégal n'a pas. Nous sommes à côté du Nigeria. Donc, on aurait dû ouvrir le capital à 5% au Nigeria. Ouvrir le capital à 5% à l'Angola et à la RDC, qui vont être deux grands pays qui, à eux seuls, cumulés bientôt, vont avoir 150 à 200 millions d'habitants et qui ont du brut. Donc, on pourrait faire des contrats d'échange. Ils raffinent leur brut chez nous et ils payent en devises, en dollars notamment. On aurait pu faire entrer dans le capital des pays comme le Gabon. Voilà. Et ces pays-là, c'est à 5%. Moi, j'ai fait des calculs. Le Tchad à 2,5, la Guinée-Équatoriale à 2,5, parce que le Tchad a son pétrole qui descend jusqu'à Doba. Ça veut dire que cette raffinerie pourrait acheter une partie du pétrole du Tchad et acheter également une partie du pétrole à la Guinée-Équatoriale. Vous additionnez, ça fait 25%. 25%, l'État du Cameroun, dans la sécurisation que je vous ai dit là, déjà 40%. Ça veut dire qu'il y a déjà 65% sur la table. 40% pour l'État du Cameroun et 25% pour les pays voisins. Vous mettez une compagnie internationale major qui apporte le savoir-faire technique, mais pas comme ça s'est fait avec une entreprise étrangère qui ne veut pas donner le nom. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui savent faire ça mieux, surtout les compagnies américaines ou allemandes. Vous leur donnez 10%, donc ça fait déjà 75%. Il manque 25%. Les 25%, c'est 15% pour les privés camerounais. Les compagnies d'assurance, la CNPS, bref, il y a des investisseurs au Cameroun. Il y a des fonds d'investissement même créés par les Camerounais. Cher ami, permettez que je place ces mots. Ah, oui. Vous donniez 10% à des bailleurs de fonds bilatéraux, comme la Copaco ou bien la DG allemande. Je veux dire, ou l'USAID. C'est facile de... Je dis que ce qui est gênant quand on parle des affaires de notre pays, c'est qu'on est béni de Dieu. On a tous les atouts sur la table. Mais la question qu'on se pose toujours, mais c'est comment avec autant d'atouts, les gens arrivent toujours à prendre des décisions qui nous retardent le plus longtemps possible. Je dis qu'avec ce que je viens de vous expliquer là, le tour de table était déjà bouclé. Bref, la moitié des fonds, sous forme soit de fonds propres ou bien sous forme de prêts, vous avez les 1000 milliards sur la table, parce que le Cameroun à lui seul a déjà 400 milliards dans la sécurisation. Vous avez donc 1000 milliards sur la table, c'est 40%. Vous avez 1000 milliards sur la table. Et le reste maintenant, il suffisait de le chercher sur les marchés financiers, c'est pas ça qui est dur. Soit à travers des eurobonds de 500 milliards garantis par tous les actionnaires qui sont sur la table, soit à travers une levée de fonds à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement de manière syndiquée. Et on avait l'argent sur la table pour faire une nouvelle raffinerie. Je ne vois pas qu'est-ce qui est sorti là-dedans. Non, vous disiez tout à l'heure que vous avez lu, le projet de construction d'une nouvelle raffinerie au Cameroun. Mais justement, vous êtes dans un projet économique et industriel, moi aussi. Mais c'est des projets politiques qui encadrent tout cela. Et n'oublions pas quelles a été, j'allais dire, les circonstances dans lesquelles la Sonara a été créée. Quelles sont les orientations managériales, même stratégiques, névralgiques qu'on y a données? Est-ce qu'on est sorti de là? Je vous dirais non. Effectivement, vous avez raison. Je partage tout à fait l'analyse que vous faites. Et pour dire ceci que, en fait, ce n'est pas le premier cas industriel qui a été, j'allais dire, saboté. Je pèse bien mes mots, j'ai dit saboté par le gouvernement camerounais. Le premier, pourquoi AES Corporation est parti? En fait, AES Corporation ne devait même pas faire 5 ans parce que le projet initial n'a pas été adopté. Il fallait faire un hub électrique ici. Les gars pensaient faire avec les barrages de Inca en RDC et tout ce qui se passe au Cameroun avec, vous l'avez dit, je reprends votre mot, le béni de Dieu, avec la Sanaga, le lit de la Sanaga. Il fallait faire un hub électrique qui nous rattachait au Nigeria. Mais nos gouvernants ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Donc le Cameroun allait être avec la RD Congo qui a le premier potentiel
hydraulique Cameroun, en Afrique, le Cameroun deuxième. Vous imaginez comment ces deux pays unis avec, je pense qu'aujourd'hui on parlait déjà de Inga 3, si je me trompe, avec le projet que le Cameroun avait fait, ces études là en 90, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Les délestages et tout ce que vous voulez, on n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus. Et on revendait l'énergie électrique, je dirais même dans tous les pays. Et justement, avec ce projet de la Sonara, non, d'abord, l'autre projet qu'on a saboté, c'était RCMAC. Il est décédé aujourd'hui, de glorieuse mémoire, Bernard Sang, ancien directeur commercial de la Camer. Il a piloté ce projet, mais les gars sont là. Les chefs d'État, d'ailleurs, je pense qu'ils avaient d'ailleurs tenu un sommet en 2000 ou en 2001 pour RCMAC. Après, PAC, ils n'en parlent plus. Et voilà vous avez deux gros projets comme ça, vous n'imaginez pas. Et la raffinerie, la Sonara dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire, vous avez un sous-sol riche, vous avez les têtes pleines et bien faites, mais l'orientation politique fait en sorte que vous commandez l'argent que vous aurez dû donner aux autres. C'est ça, on ne comprend pas. Même la restructuration du secteur bancaire dont on parlait là tout à l'heure. On vous parle d'économie, le chef de l'État vous dit à Ebolova, on consomme ce qu'on ne produit pas, ainsi de suite. Qui a fermé le crédit agricole? Ça en a fait quoi? Donc, vous imaginez, mais ce pays, c'est une curiosité en tout. Vous avez tout, la nature vous a tout donné, et il vous manque seulement la possibilité de capitaliser tout et d'aider les autres qui sont pauvres. Non, et même ça, non seulement vous refusez de vous enrichir, de vous développer, mais vous vous mettez à quémander aux autres qui n'en ont même pas. Donc c'est un peu difficile à comprendre, mais il faut dire ces choses-là. Peut-être que les générations à venir pourront... parce qu'on ne change pas le paradigme là maintenant... Il faut comprendre les enjeux. Ça n'ira pas. Il faudrait qu'on arrive à une situation où nous faisons tous les mêmes observations. Maintenant, chacun va émettre des hypothèses, on va les vérifier et tout. Mais je pense qu'on aboutira également à la même conclusion qu'il faut que ce pays se développe. Et là, on cherche ce qui mérite. En tout cas, Fabien Ebousi parle de l'homme sorcier, l'homme magique au Cameroun. C'est-à-dire que personne ne veut se lever dans la concurrence pour faire mieux que l'autre. Les plus grandes inventions, les plus grandes inventions qui ont été faites. Nous sommes tétanisés par les dirigeants de ce pays. Mais bien sûr, c'est ça qu'on parle. Qui ne veulent pas. Mais c'est des dirigeants. On parle des dirigeants. On ne peut pas d'autres personnes que les dirigeants. Donc eux, s'ils avaient cet esprit patriotique de dire que le Cameroun mérite, on va dire, une raffinerie de haut niveau, alors ils se mettraient. Vous avez le potentiel de la Sanaga qui peut vous donner tout ce que vous voulez. Vous êtes le centre du ciel. Ici, vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes à la niveau de la CEAC. On ne devait même plus. Mais on est, j'allais dire, dans les enclos, on vous dit barrière intangible héritée de la colonisation. Ce qui fait que même le marché sous-régional de la CEMAC, qui ne représente plus rien, parce qu'on peut l'élargir à la CEAC. Imaginez qu'on, dans les 6 pays de la CEMAC, on ajoute l'Angola, la RD Congo, le Burundi et le Rwanda. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Donc, ils savaient ça, Yaoundé, parce que même Bernard Foilem, Ambroise Foilem, pardon, il est décédé, c'était un secrétaire exécutif de l'UDEAC à l'époque, il avait d'ailleurs été remplacé par Thomas Dakaï Kamga, qui est là, il a fait un rapport en 87 en disant les raisons de blocage de la CEMAC. D'accord. En fait, de l'UDEAC, comme on appelait à l'époque. Alors, Élisée Honta réagit, et ensuite, Dominique, vous prenez la parole. Allez-y, Élisée. Non, mais moi je suis d'accord avec Bonbon Bengan. C'est que c'est tétanisant. Ce qui choque quand on est Camerounais, c'est de voir le potentiel que notre pays regorge de par sa situation géographique, de par les ressources, de par la capacité, surtout quand dans une Afrique qui est en pleine mutation et que nous n'exploitons pas. À force pour nous de ne pas exploiter, c'est que ce qui va se passer, c'est que Dangote commence à construire, à faire une raffinerie. Et vous avez un autre homme d'affaires nigérian qui a une grande banque, qui est au Cameroun d'ailleurs, qui se lance dans le pétrole. Tony Eloumélou. Dans 5 ans, voilà Tony Eloumélou. Oui. Dans 5 ans, vous allez le voir sortir une raffinerie. Il est venu ici à Chicago. Il a fait dérouler des PowerPoint et commencé à expliquer son projet. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais bientôt, vous allez le voir sortir une deuxième raffinerie.
et peut-être bientôt une troisième, ils vont une quatrième. Et quand ce sera déjà là, il n'y aura plus la place pour faire une raffinerie dans notre pays. Et nous allons mourir importateurs de tout. C'est vraiment dommage. C'est une usine à gaz, alors que nous avons les leviers pour pouvoir faire un projet. Et je pense que aussi, par exemple, au niveau de notre ministère des Finances, on devrait, bon, comme a dit Bonbon Benga, je pense qu'il y a des gens là-bas qui ont l'expertise. Mais comme chez nous, aller contre sa hiérarchie, c'est souvent, ça peut être fatal. Ben, les gens préfèrent voir grandir leurs enfants, quoi, et ne pas trop lever la tête pour contrarier leur hiérarchie. Mais je pense qu'il y avait de la place vraiment pour faire certaines choses. D'autant puisque l'enjeu, c'est que notre pays commence à... Parce que le Cameroun est à construire. En l'occurrence, ce que le Cameroun doit construire sont les routes. Il nous faut donc une raffinerie qui nous permet de produire de l'asphalte, du goudron. Je rappelle que ce que nous appelons le goudron, là, on dit pour goudronner les routes. Quand vous allez en France, c'est des choses qu'on vend comme on vend le pain à la boulangerie. Oui, absolument. Il y a des grossistes, on vend ça comme on vend le pain à la boulangerie. Absolument. C'est des produits qu'on fabrique. Les gens ici achètent ça pour bitumer leur jardin. C'est-à-dire que dans votre jardin, vous voulez faire un petit passage goudronné, vous contactez quelqu'un, il vient, il compacte ça, il bitume là dans votre jardin, une route de 10 mètres, il s'en va. Mais chez nous, c'est un mystère, les routes. Alors que si on avait fait une raffinerie, on réglerait des problèmes comme ça. Les problèmes de l'engrais, on réglerait les problèmes de l'engrais. Les problèmes du gaz naturel, pour éviter, parce qu'on ne peut plus dépendre du bois de chauffe. Dans 20 ans, le pays sera un four à pain. Donc il y a énormément de problèmes qu'on aurait dû régler en mettant en place une raffinerie. Ensuite, notre pays, quand les Camerounais disent la Sonara importe, je ne sais pas s'ils entendent bien le mot importe là. Importe, ça veut dire que nous sortons des devises, des dollars, des euros, pour pouvoir acheter des produits pétroliers raffinés. Ça veut dire que nous transférons les emplois qui étaient hier chez nous, là, dans le pays des autres. C'est eux qui travaillent et ils nous vendent ça et nous payons en devises, alors que nous avons presque plus rien dans notre pays qui produit les devises. Donc on aurait dû faire une raffinerie qui nous permettait de pouvoir transformer les produits. Les produits pétroliers sont négociables dans le monde en devises. Donc on aurait pu les exporter, que ce soit le carburant, que ce soit le fuel, que ce soit le kérosène, que ce soit les huiles de moteur, le gaz domestique, les engrais, la plastigie, etc. On aurait dû réexporter ça et capter des devises. Et surtout, je vais insister beaucoup, il y a un projet qui va se mettre en place. C'est un projet de pipeline qui va partir de l'Algérie jusqu'au Nigeria. Et c'est pour ça que vous voyez tout l'engouement des investisseurs nigérians pour faire des raffineries. Qui va permettre au Nigeria de faire sortir son gaz liquéfié jusqu'au port d'Alger. Et ça va mettre le pétrole, le gaz nigérien dans la cour de l'euro et qui va concurrencer le gaz russe. Le Cameroun ayant aussi le gaz domestique. C'est pour ça que je dis qu'il aurait dû faire un projet en travaillant avec le Nigeria. Ça lui permettait d'entrer dans le cartel, ce qu'on va appeler le cartel qui va se former entre l'Algérie et le Nigeria. D'entrer dans ce cartel pour pouvoir aussi vendre son gaz en Europe en utilisant ce pipeline. Bref, je ne comprends pas. Je dis, c'est pour ça que je dis que quand on me dit restructuration, je dis le mot est fort. Je préfère parler de rééchelonnement. C'est-à-dire que les gens se sont entendus pour régler le problème des banquiers. Mais restructuration, ça suppose que on trouve des solutions pour régler la question des créances douteuses dans les bilans des banques, mais en adossant ça à la construction d'un outil industriel qui permette au Cameroun de voir arriver la prospérité économique et surtout de garantir sa souveraineté énergétique et limiter les sorties en devises, donc équilibrer sa balance de paiement et sa balance commerciale. On n'a pas vu ça. Donc moi, je ne vais pas parler de restructuration. C'est pour ça que je dis qu'il y a un hic là. Il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait. Et bon, je ne sais pas si maintenant, avec le rééchelonnement de la dette, on a encore la possibilité. Parce que je ne sais pas tel que ça a été fait là. Je n'en sais rien. Non, mais sauf que oui, justement, j'ajoute quelque chose au dossier. Je verse un élément nouveau dans le dossier, c'est que on a un peu discuté avec des sources proches du dossier qui nous ont confié que en réalité le plan c'est de recapitaliser la Sonara avec des fonds venus de la Sonamine qui a été créée tout récemment. Je vais dire une chose. L'État du Cameroun doit utiliser les ressources dont il dispose pour pouvoir faire des infrastructures, des vraies infrastructures structurantes. Par exemple, le déficit en énergie. Voilà.
Par exemple, les questions de voirie dans les rues. Par exemple, les questions des écoles spécialisées pour pouvoir travailler, par exemple, comme on dit, dans les mines, etc., etc. Et l'État de Cameroun ne peut pas utiliser tous ses fonds propres pour pouvoir, même l'État américain, qui a une banque centrale, qui a le privilège d'émission, ne fonctionne pas comme l'État du Cameroun fonctionne. L'économie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, on va prendre les fonds de la tsunami. On va prendre les fonds de la tsunami. Et la tsunami, pourtant, aurait dû utiliser ces fonds pour faire autre chose. Par exemple, développer des centres de recherche. Par exemple, industrialiser les minéraux. Moi, je suis malade. Je suis allé voir une entreprise comme Caterpillar. Caterpillar fait fabriquer, aux États-Unis, fait fabriquer des pièces de trucs pour assembler les engins, pour les chantiers miniers, etc. Tout ça, ça vient de Chine. Et le fer, là, que les Chinois prennent, usinent les pièces pour engranger les milliards aux États-Unis, ça vient d'où? Ça vient de Zambie et peut-être bientôt du Cameroun avec le fer de Pala. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire encore une opération, de mettre 2000 milliards pour créer des fonderies et mettre à côté des projets industriels, comme nous sommes en train de faire les Nigérians déjà aujourd'hui, de mettre en place les projets industriels pour que nous aussi on puisse fabriquer les pièces au Caterpillar et exporter. Voilà. En tout cas. Les factures. Vraiment. Non, franchement. Oui, on comprend votre exaspération, évidemment, vu tout ce qui est possible de faire. On va marquer une courte pause. Madame, monsieur, restez avec nous sur Radio Equinox. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. Bonjour chez vous se poursuit, c'est la minute consacrée aux auditeurs. Ce matin, on refait le Cameroun de manière exceptionnelle sur l'analyse économique de la récente restructuration de la dette bancaire de la Sonara. S'agit-il d'une restructuration de la dette ou d'un rééchelonnement de cette dette? C'est quoi la différence selon vous et quel intérêt de faire cette distinction? Premier auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle, monsieur? Monsieur Noukalen Michel. On vous écoute. Oui, suite au problème de la raffinerie de ce matin, je vais dire ceci, c'est que je constate une chose, on nous a mis la peur dans le ventre, mais je constate que tout ce que M. Biya a fait, c'est de tuer l'économie et le Cameroun et des Camerounais. C'est tout ce qu'il a fait dans son mandat. Je serais peut-être exagéré, mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nous parlons de raffinerie tout à l'heure, il y a une route de 2 km qui n'a jamais été finie. À Bipanda Bonabo depuis. Maintenant, on parle d'une raffinerie de des milliards qui voulait finir quand le port de Kribia a été fait, il n'y a pas de route, pas de rail. Ça, c'est les éléphants blancs, ça sert à quoi? On fait un barrage où on oublie le transport d'énergie. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit de telles choses. Maintenant, quand on parle de la raffinerie, moi, je trouve que c'est il a pris sa bande et ils ont pris le Cameroun en otage. Ils sont entendus avec les Européens, là, regarder notre argent pour nous maintenir dans ce qu'on est. Et la première des choses, si nous voulons sortir de là, c'est la franc-maçonnerie, la rose boîte dans laquelle il se trouve. Tant que nous ne sortirons pas de ça, c'est de là où on nous contrôle, les Africains, même si nous parlons bien ou n'importe comment, pour ceux qui sont dedans, nous ne sortirons pas de là. Je suis vraiment exaspéré, je vous prie, écoutez-moi comme ça. Bonne journée à vous, bonne émission. Merci monsieur pour votre participation. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Allô? Bonjour monsieur. Oui, merci, bonjour madame Demi. Comment on vous appelle? Je suis Ricardo depuis Dakar. On vous écoute Ricardo. Oui, moi, ma part de contribution est qu'il faut que nous débarrassons totalement de la France parce que la France est devenue rien dans ce pays. La France, elle a que pour nous tuer. Voilà, on peut que d'avoir un mauvais paquet d'être accompagné, que d'être mal accompagné, on est seul. Voilà le Nigeria avec sa monnaie on peut appeler au secours Nigeria et il faut que nous, le peuple camerounais, franchement, moi je suis fatigué des discours, il faut que le peuple se lève. Et tant que le peuple n'habite pas ça là, on va tout chaque jour à passer tout notre temps à passer sur les discours chaque jour. Voilà ma part de contribution. Merci. La France ne nous sert rien dans ce pays. La France est là que pour leurs intérêts, il n'est pas là pour nous. Merci. Merci Ricardo de nous avoir appelé ce matin. On repart au téléphone 670 54 70 49 pour participer en direct de notre programme. Allô, bonjour. Oui,
Bonjour, madame. Comment vous appelle, monsieur? Je m'appelle Wab, je suis à Paris. On vous écoute. Oui, ma contribution, moi, à vous entendre tous les débats, je suis même un abonné de vos débats de ce matin, mais c'est mal en lui. C'est que sur les plateaux de votre radio, quand vous entendez les représentants de partis au pouvoir parler, moi je ne comprends absolument rien. C'est comme hier, quelqu'un dit, monsieur Bobadar, je vous ai payé pendant 10 ans 200 millions, à combien de 5 ans, je ne vous paye plus. Moi je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de débat quand on trouve que nous la charrue avant dans le sens que quand on monte, on dit toujours on va faire. On n'a jamais dit voilà ce qu'on a fait. Depuis qu'on parle qu'on a pris de je ne sais pas quoi, barrage, on a pris le coupé de l'électricité. Des barrages, des ponts, on a fini, on n'a pas fini. C'est la question que je me pose. Le débat là, ça n'a pas de sens. Merci monsieur pour votre participation. On repart, il y a quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez monsieur? Koulanya Bertrand. Vous avez l'antenne. Oui. On vous écoute. Je suis vraiment déçu par nos dirigeants. Vraiment déçu. La France doit partir de ce pays. Parce que nous sommes vraiment traités comme des animaux. Pourquoi devons-nous faire comme si on ne voit pas? Hein? Ok, on va s'arrêter là pour ce matin et on va demander à Élisée Yonta de dire un mot pour la fin. Élisée? Merci, je m'envoie inviter mon cher frère Eric Fopoussi. Merci aussi à Maman Bengan. Ce que je voudrais dire, c'est que il est temps que la Banque centrale et la commission de ce qu'on appelle la COSUMAF, la commission des marchés financiers de l'Afrique centrale, soient plus offensifs en mettant en place des projets, des produits innovants pour que la bourse de Douala puisse fonctionner et que les Camerounais puissent sortir leur épargne et la faire rémunérer. Elle doit être attentive parce que dans ce que j'ai dit là, c'est vrai, je pense qu'il y avait la place pour que la BA et la COSUMAF s'asseyent pour dire au ministère des Finances camerounais, ok, vous avez mis un mécanisme en place, mais nous allons vous imposer que cet argent soit sécurisé pour que les 5% là puissent profiter aux ménages camerounais et que les banques se renflouent en liquidité pour pouvoir aller travailler sur autre chose. On aurait pu permettre, parce qu'on appelle ça en finance passive income. Ça veut dire que c'est l'argent, vous couchez, vous dormez et votre compte, votre argent se multiplie pour parler comme l'homme du quartier. Je pense qu'on aurait dû léguer ça aux ménages, ça veut dire aux compagnies d'assurance, aux microfinances, aux tontines, pour qu'elles puissent fructifier un peu leur argent. Il y a la place là pour que la consommation soit un peu plus offensive, vers à ce que de nouveaux produits arrivent sur les marchés financiers disponibles au guichet des banques commerciales pour que les Camerounais puissent constituer un petit portefeuille pour que leur argent se fructifie un peu sur 2, 3, 4 ans, voire 10 ans. Parce que calculez vous-même, 5,5%, c'est là quand même où je rejoins Bonbon Benga. 5,5%, j'ai fait les calculs, mais je ne vais pas annoncer le montant parce que ça fait mal. 5,5% pendant 10 ans, vous voyez vous-même ce que les banques vont empocher, c'est plusieurs milliards. Je pense qu'on aurait pu donner ces milliards-là aux ménages camerounais, d'autant puisque c'est elles qui vont payer les 47,5 points par litre pour qu'on puisse repayer la Sonara. Merci, on Élisée. aurait pu donner cet argent à la bourse aux ménages camerounais pour qu'elles puissent... D'accord, c'est compris. C'est entendu, Élisée, merci. Madame, monsieur, merci à vous également. Passez une bonne journée sur Radio Equinox. Bertrand Bonzine assure la mise en onde à lundi 6h. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.